Jedi utilise la force pour la connaissance et la défense. Jamais. Ce sont des clients très importants, ils ne peuvent pas attendre. Eh ben, ils vont apprendre. Nous avons juré de protéger jusqu'à la mort la pierre du temps. Et j'ai juré de plus manger de glace, mais pareil qu'on a créé un parfum pour moi. Ah, ça nous botte tous de t'entendre dire ça. Il faut avouer que voir Donnie massacrer un nazi, c'est presque aussi chouette que d'aller au cinoche. Le retour du dieu de la malice, la fin de Ahsoka et du Continental, les news et le box-office de la semaine, les sorties de la semaine prochaine, c'est le programme de ce nouvel épisode de la nuit des sorties. Moi c'est Ista et je suis accompagné de Al. Bonsoir Al. Et salut Ista, comment ça va? Ben ça va et toi? C'est le retour des chaleurs un peu là, dehors, donc... Ouais, c'est n'importe quoi, hein. Ce temps c'est n'importe quoi. Ouais, je comprends. Puis le soir j'ai froid, la journée j'ai chaud, écoute... Ouais, j'ai rien compris, ouais. J'étais au parc tout à l'heure, pareil, je me suis dit, putain, il fait chaud, on est en octobre. C'est bizarre. Nous, on aime bien le froid, on le rappelle encore, mais... Oui, mais voilà, on veut un mois d'octobre froid. Voilà. Voilà. On en a marre du soleil. Le soleil, c'est pour les gens qui aiment bien suer et tout. Bah oui. Non mais... Enfin, j'en ai marre, j'ai l'impression qu'on est en été depuis 5 mois, là, c'est n'importe quoi. Enfin bref. En plus, au début de l'été, on était en... Attends, mais y a pas de chaleur et tout, putain, bah ça s'est bien rattrapé, hein. Franchement. C'est clair. Et bien en parlant de chaleur, allons au Nouveau-Mexique. Incroyable. Et ouais, bah bim, on démarre les actus comme ça, voilà. Ouais, oui. Et donc il y a eu une interview en fait de Vince Gilligan, donc le créateur de Breaking Bad, qui a parlé un peu dans son interview de sa nouvelle série. Donc sur le coup, ce sera une série de science-fiction qui se passera donc à Albuquerque, comme Breaking Bad, sur le coup. Mais il dit là qu'il n'y aura pas de crime, il n'y aura pas de meth, et que Rhea Seehorn, donc qui jouait dans Better Call Saul, je sais plus le nom, qui jouait le personnage de Kim Wexler dans Better Call Saul, sur le coup, elle jouera un personnage vraiment différent de ce qu'elle a joué dans Better Call Saul. Bah écoute, c'est normal, puisque je pense pas qu'elle sera une avocate de SF, peut-être, tu vois, j'en sais rien. Mais il va y avoir des avocats dans le futur, mais oui. Après, on sait pas. Il a dit juste c'est de la science-fiction. On sait pas du tout si. Enfin, je pense que ça va être un truc genre d'SF d'anticipation, un truc comme ça, parce que. Oui, je vois plus un truc comme ça. Bah si c'est Albuquerque, de toute façon, c'est que c'est un peu d'anticipation. Mais ouais, bah écoute, très très spécial de le voir là-dedans, parce que je crois pas qu'il ait fait déjà des trucs comme ça avant. Après, Ah alors si, parce que sur le coup, lui, il vient de X-Files. Ah d'accord. Ouais, il a écrit beaucoup d'épisodes de X-Files, il vient vraiment de là. Et donc il a fait quand même un peu de la SF, un peu comme ça, quoi. Enfin, un peu des trucs d'extraterrestres, quoi. Ok. Après, on sait pas s'il y aura des extraterrestres, ce sera des robots, ce non. sera des trucs comme ça, quoi. Et d'ailleurs, je crois que c'est la même interview, il a dit que pour lui, l'univers Breaking Bad, c'était fini. Oui, c'est la même interview, que voilà, il y aura pas de saison de plus ou je sais pas quoi. Et c'est très bien comme ça, d'ailleurs. Oui, il a dit c'est fini. Après, il a dit si, en gros, ces nouvelles séries se pètent la gueule et tout, c'est possible qu'un jour il les retourne, mais bon, c'est... Ouais. Tu vois, s'il arrive à rien, quoi, derrière, quoi. Mais bon. Ah ouais, ça va marcher, sa série, quoi. Il y a ouais, bah oui. Si je fais de la merde, je retourne faire ça. Ah, mais c'est pas l'histoire de faire de la merde, mais si ça marche pas, quoi. Ouais. Plutôt, je dirais. Parce qu'il y a des séries très bien qui ne fonctionnent pas, hein. Oui. Comme des films, voilà. Eh ben écoute, moi je suis chaud pour voir cette série. Ah, moi je suis très curieux. De toute façon, il a fait deux très bonnes séries, donc j'ai hâte de voir ce qu'il va nous sortir. C'est peut-être temps que je finisse Better Call Saul, moi. Ah oui, t'as pas fini. Ah bah oui. Ouais, j'ai vu que 3 saisons. Donc il m'en manque 3. T'en manques 3, ouais, c'est ça. Et apparemment c'est de mieux en mieux, donc. Ouais, c'est une série comme Breaking Bad qui monte en puissance à chaque saison. Mais je sais pas pourquoi j'ai pas regardé. Je sais pas. Quand la 3e saison elle est sortie, je l'ai vue et puis après j'ai pas suivi. Je sais pas pourquoi. Ouais. Bah après c'est des fois avec l'attente qu'on a entre des fois on oublie. Oui, bah c'est ça. Je sais pas. Alors que j'aimais bien, mais ça m'a pas botté. Enfin bref. Ensuite on va passer à Netflix et Squid Game. Voilà. Ouais, alors là, Squid Game, les mecs, ils ont pété un câble. Bon, après, il y a certaines infos qu'on savait déjà, mais du coup, la 2e série, c'était sûr, on l'attend, tu vois, ils vont l'écrire. Il y a la série télé-réalité, en gros, dessus de Squid Game, où ils vont prendre des vraies personnes pour les mettre dans un vrai jeu Squid Game qui arrive en novembre. Les mecs ont pas regardé la série. Je crois parce qu'ils ont pas compris en fait ce que la série dénonçait et tout. Donc Netflix vont le faire en vrai parce que ils sont d'un cynisme assez fou. Ils vont faire une expérience immersive
de Squid Game à Los Angeles et ils vont créer des machines à sous de Squid Game pour les casinos. Donc vraiment C'est des... vrai que c'est ça le pire, quoi. Ouais, non mais là, il y a rien qui va, quoi. Dans tous ces trucs, c'est l'enfer. Ouais, non, mais que des... Je comprends pas. En plus, c'est un truc un peu anticapitaliste, Squid Game. Des trucs, Oui, ça, bah ça. après ça, je pense que Netflix, ils s'en foutent, hein, tant que ça vend. Ouais, c'est ça. Si tu peux avoir un fond de anticapitaliste, anarchiste, tout ce que tu veux dans tes trucs, si ça vend, ils vont faire bah c'est bien, allez prenez, mangez de ça. Enfin des machines de casino Squid Game quoi. C'est fou. Ouais, c'est le fléau de notre époque, ça, je dirais. Ça. Et les machines de casino c'est Euh, ça, c'est ça le fléau de notre époque. le merchandising, enfin tout le truc. Oui, je sais, je Prendre rigole. une franchise qui a un message anticapitaliste pour faire un truc ultra capitaliste. Ça en Bah, rêve. après, en plus, ça va marcher, hein, je pense. Ouais, bah oui, c'est ça le pire, bien sûr. Ils avaient fait un truc Squid Game à Paris. Je sais plus Ouais. c'était quoi, mais tu sais, il y avait un genre d'événement et tout, et ça a cartonné. Il y avait la queue jusqu'à je sais pas où. Mm. Ça devait être un truc éphémère, là, comme ils ont fait pour Stranger Things, non? C'était Ce genre de- exactement ça, ouais. C'était, Ouais. je crois que c'était peut-être même au même endroit et tout. Ils ont fait des trucs. Après, tu sais, tu devais faire le truc, le cookie, enfin pas le cookie, mais tu sais, le gâteau à découper. Tu sais, t'avais des trucs comme Ah ça, oui. je crois, dedans. Mm. Comme dans la série. Enfin, C'est genre des escape games, je crois, non? C'est ce genre de truc. je sais pas si c'était un escape game. Mais ça, je crois que c'était juste une expérience, mais il doit y avoir des Ok. escape games qui existent. Squid Game, je pense. Ouais. Ah bah si, j'en ai fait un en plus. Oui, j'en ai fait. Ah, t'en as bien. On a dénoncé tous ces trucs anticapitalistes pour qu'au final j'ai fait un putain d'escape game. Mais après, je crois que ça avait rien à voir avec, genre c'était pas affilié à Netflix, à Squid Game, Ah tu oui, vois, ça, c'est c'était encore autre chose, ouais. Oui, ok. c'était Ça, un c'est truc du- inspiré de c'est ça, comme- mais je Ouais. crois pas que Netflix touchait de l'argent dessus, quoi, sur cet escape game. Mais... Oui, c'est comme moi j'ai fait un escape game avec des dinosaures, mais c'était pas Jurassic Park. Je crois, voilà, c'est ça. Je crois que c'était à Strasbourg, pour ceux qui veulent pas y aller. Ah, ok. D'accord. D'accord. Et on a une autre info Netflix, mais cette fois pour un film pour notre très cher Zack Snyder. Eh oui, Zachary. En fait, il aurait planifié les director's cut avant qu'elles arrivent. C'est ça. Enfin, c'est Deborah Snyder qui a dit ça, donc sa femme, qui je crois est productrice hein, sur ses films. Elle est productrice sur tous ses films, je crois, de sa femme. En tout cas, elle bosse avec lui depuis au moins 10 ans, quoi. Donc, et ouais, du coup, ils auraient pensé en amont à faire une director's cut au lieu d'avoir, comme par exemple Batman vs Superman où il avait un film de 3 heures et qu'il a dû recuter encore et donc après c'est sorti en version director's cut, mais en fait c'est la version de base qui est sortie, en fait c'est le voulu. Donc là, il aura le film voulu qui va sortir et les director's cut, ce sera pas la version de base qui a été coupée, voilà, ce sera vraiment une vraie version longue pour le coup. Une vraie director's cut, comme le Seigneur des Anneaux, ce genre de truc. Ouais. Bon, Le après, film niveau se de suffisait à eux. Non, vas-y, excuse-moi. Non, les films se suffisent à eux-mêmes sans avoir une version longue, c'est ça que je veux dire. Oui, voilà, Après, c'est ça. t'as du bonus, quoi. T'as du bonus. C'est exactement ça. Et Ridley Scott, il va faire la même chose, parce qu'il est en train de bosser sur une version de 4 heures de Napoléon qui serait exclusivement pour Apple TV+. Par contre, Ridley Scott, lui aussi, c'est comme Zack Snyder, c'est un abonné des versions longues. Hein. Les deux, Oui, ça, c'est... c'est- Et il y a toujours des versions longues pas de tous leurs films, mais d'énormément de leurs films et tout. Enfin, c'est pas forcément nécessaire. Le 4 heures me fait penser à Zack Snyder Justice League, quoi. Qui dure 4 heures aussi. Ouais, mais après c'est pas la même chose quand même. Je pense que la version de, je crois 2h30 de Napoléon, là 2h40, là, ce sera quand même la volonté de Scott dessus, contrairement Oui. à Justice League de Whedon, qui était pas du tout la version de Ah ouais, non, Snyder. pas du tout. Mais pourtant, quand tu finis le film, il est écrit réalisé par Zack Snyder. Mais bon. Ouais, tu te souviens que Joss Whedon, il avait dit non mais je veux pas prendre le travail, du coup je lui laisse le nom, mais en fait c'est un nom maudit, t'as pas envie d'avoir ton nom sur cette version, quoi. Ouais, je crois que c'est ça, surtout. Ouais. Ça, c'est grave. Ensuite, sur le coup, donc on a une version live de Dragon. Donc la version live de Dragon, qui avait été annoncée l'année dernière, il me semble. Et elle sortirait donc l'année prochaine, en 2024, sur le coup. C'est rapide. C'est très rapide. Ouais, c'est assez rapide. Parce que moi j'ai l'impression qu'il a annoncé hier et là il dit bon, ça sort dans 3 jours, tu vois, et je suis en mode mais attends. Enfin, non, après en même temps je pense que le scénario ils l'ont déjà écrit quand ils ont fait le Dragon 1. De toute façon, ouais. puisque ça va être la même chose, mais
Mais putain, ça allait très vite, quoi. J'ai l'impression, en une année, ils te disent, bah, j'ai l'impression que le truc s'est fait en 2 ans, quoi. Ils l'ont annoncé, ils vont le tourner, et boum, ils vont le balancer, quoi. Ouais. Bah, c'est vrai que dès que ça a été annoncé, ça a été très vite, qu'on a eu le casting et tout. Ouais. Pour le coup, ouais, on a le même réalisateur que le premier film. C'est ça. C'est même réel que ceux d'animation, donc, je ne comprends pas la plus-value de ce projet, parce qu'ils prennent les mêmes personnes pour refaire la même chose en live action. Ça me rappelle une autre boîte aussi. Même la musique, c'est le même compositeur. Et sur le coup, ouais, c'est très bizarre. Je sais pas. Je pense qu'ils voient le succès de ça avec Disney. On dirait moi que ça dit on va faire pareil. C'est vrai que DreamWorks, ils avaient ils étaient en difficulté pendant pas mal de temps, donc peut-être ils se sont dit, bah, c'est une solution pour, de prendre une de leurs plus grosses franchises avec, je crois que c'est une des plus grosses, Dragon, avec Kung Fu Panda. Oui, clairement. Et je sais pas quoi d'autre, je sais plus ce qu'ils ont. Bah, Shrek, Shrek, ouais. Bah. Mais après, c'est peut-être des 3, c'est peut-être le plus simple à adapter aussi en live, je pense. Bah déjà, c'est un humain ton perso principal, quoi. Voilà. Alors que bon, Shrek et tout, ça va être compliqué. Shrek en live action, ouais. Et Kung Fu Panda, j'en parle même pas, quoi. Oui, et puis Madagascar aussi. Ah non, mais putain, horrible, quoi. Ces trucs-là, je veux pas les voir en live action. Bah non, ça me paraît compliqué en plus. Bon, tu me diras, les autres, ils ont fait le Roi Lion, hein, à côté, donc ils peuvent le faire, hein, Madagascar. Ouais. Et d'ailleurs, les 2 acteurs qui ont été pris, c'est Nico Parker, donc celle qu'on avait vue dans The Last of Us. Du coup, elle jouait Sarah et elle apparemment elle était dans Dumbo. J'ai pas vu le Dumbo de Burton, donc je sais pas ce qu'il veut. J'ai commencé, mais je l'ai pas. Un jour, je regarderai vraiment peut-être. Et c'est avec le Mason Thames qu'on a vu l'année dernière dans Black Phone. Il était pas trop mal, hein, dans Black Phone. Et voilà, c'est toutes les infos qu'on a. Et l'actrice Nico Park, c'est la fille de Tandy Newton, non? C'est ça, c'est la fille de Sandy Newton qu'on a vu dans Westworld, par exemple. Westworld, voilà. Et dans Mission Impossible 2, mais bon. Oui. C'est pas forcément un compliment. Alors ensuite, on a donc le prochain film de George Miller, donc le spin-off de Mad Max Fury Road, donc Furiosa, qui voudrait viser une première à Cannes, donc en mai 2024, donc l'année prochaine. Ouais, bah c'est plutôt pas mal. Hein. Ça va. Enfin après, le film, je pense qu'il a pas besoin de publicité, mais je pense que tu mets ça en film parce qu'il y a toujours à Cannes des films populaires qui mettent, ils en mettent quelques-uns. Et ouais, franchement, moi je serais, parce que on va pas se mentir, la qualité du premier, elle était quand même au rendez-vous. Enfin, ça aurait pu être. Je sais pas s'il aurait chopé un prix à Cannes, tu vois, ça aurait été fou qu'il gagne un prix à Cannes, Fury Road. Mais ouais, Furiosa, s'il est de la même qualité, peut-être choper quelque chose. Je sais pas, mais tu vois, mais. Je crois que Fury Road était à Cannes, mais il était pas en compétition et que le dirigeant de Cannes avait, il était un peu, comment dire. Thierry Frémaux. Ouais, Thierry Frémaux. C'est un peu, il a regretté quoi. Il a regretté, il a dit il aurait dû le mettre. Bah ouais, on regrette tous. Hein. Franchement, ça aurait été pas mal. Moi, je suis chaud. Je sais pas si je serai à Cannes, mais en tout cas, je suis chaud pour qu'il soit à Cannes. Bah ouais, ce serait bien. Après, j'espère que ça va pas nous faire une Indiana Jones 5. Comment ça? Tu sais, t'as le film diffusé, après t'avais plein de mauvaises notes. Oh ouais. Sur le coup, il est remonté un peu après de la presse quand il est sorti vraiment plus tard. Mais Cannes, il l'avait défoncé, hein, sur le coup. Bon, après, je pense, je veux dire, quand Fury Road il était sorti, genre tout le monde avait dit que c'était, directement que c'était génial, tu vois. Donc, après, voilà, je déteste pas Indiana Jones 5, mais bon, en termes de qualité, je pense qu'il va pas. Si Furiosa est à peu près du même level que Fury Road, je pense pas du tout qu'il va se faire défoncer. Hein. Je pense que tout le monde va kiffer. Hein. Moi, je me méfie du public de Cannes. Ils sont pas tout le temps. T'inquiète, j'espère. En tout cas. Bon, bah j'espère. Écoute. Ouais, sinon on a donc c'est CD Projekt Red qui ont lancé une version, donc il y aurait un projet live action sur l'univers, donc une adaptation de leur jeu Cyberpunk 2077, donc qui serait en projet produit par Anonymous Content, qui ont fait The Remnant ou Eternal Sunshine of the Spotless Mind ou encore Mr. Robot ou True Detective, donc plutôt qualité quoi. Ouais, bah il est entre de bonnes mains. Après, encore une fois, faut voir ce que ça donne. Après, j'ai compris que ça devrait se situer dans le même univers qu'Edge Runner. Donc ça devrait prendre en compte, c'est un live action Cyberpunk. Donc ça va être comme Edge Runner, ça se passe dans l'univers de Cyberpunk 2077 du jeu, et ce serait donc du coup dans le même univers. Mais après,
Moi, j'ai pas joué au jeu, et j'ai pas regardé la série. Mais toi, t'as fait les deux. Donc, Ista, qu'est-ce que tu en penses d'une version live le action? jeu, j'y ai joué chez un pote, je l'ai pas vraiment fait. Ouais. Je pense que je vais le faire bientôt, mais pour l'instant, je l'ai pas encore vraiment fait. Par contre, j'ai vu Edge Runner, ouais, j'ai vu toute la série Edge Runner sur Netflix, donc la série d'animation, et c'était vachement bien. Donc, écoute, si c'est dans le même univers, pourquoi pas. Moi, je suis plutôt curieux, je suis plutôt chaud, ça peut être cool. C'est des univers, moi, qui me parlent, les univers à la Blade Runner comme ça et tout, moi j'aime bien. Ouais, après le côté live action, t'as pas un peu peur? Moi je demande à voir, hein. Enfin, ouais. Après non, c'est pas, enfin, je veux dire, après c'est assez réaliste quand même, Cyberpunk 2077. Ouais. Quand tu vois le jeu, tu vois, c'est des humains, enfin, c'est pas One Piece, quoi. Ça me que, je veux dire. Tu vois, ça me paraît faisable largement en live action, en fait. Ok, on verra. Après, il peut pas avoir une pire sortie que le jeu, je pense, en tout cas ce film. Ah oui, pas pour dédicace à quelqu'un qui passe son temps à cracher sur Cyberpunk 2077. Enfin, si tu nous écoutes, petite dédicace. Mais moi, écoute, moi, de ce que j'ai vu de Cyberpunk 2077, moi, j'aime bien ces univers-là aussi, tu vois. Après, faut voir qui c'est qui va l'écrire, qui c'est qui va le réaliser, surtout, parce que je pense que voilà, Anonymous Content, ils ont l'air de faire du bon travail. S'ils ont le budget, je pense que au niveau de la DA, tout ça va être bien, ça va être respecté et tout, mais qui vont mettre aux commandes, c'est ça. Ouais, et on sait pas si c'est une série Netflix, Apple, ou je sais pas. Ah non, mais c'est un film, c'est un film. Je crois que c'est un film live action, pour le coup. Ils ont dit juste live action projet, on sait pas si c'est une série ou un film. Non, Ista, t'as bien raison, c'est une série ou un film live action, ils savent pas. Vous foutez de notre gueule. Vous savez pas ce que vous faites. Ouais, c'est ça. Ouais, bon, très bien. Action, mais ouais, peut-être ça sortira au cinéma, peut-être que ça sera en série, on sait pas. Ah, après, je dis cinéma, ça peut être un film Netflix ou un film Apple TV ou je sais pas quoi. Hein. Après, c'est pas net. Pour l'instant, Netflix a pas de droit dessus ou quoi, je crois. Non. Hein. Je crois que c'est juste Anonymous Content. Parce que c'est des projets qui a confié ça à Anonymous Content. Après, franchement, quitte à faire un truc, autant le faire un film de cinéma parce que, en plus, si tu fais une série live action et que tu le mets sur sur Netflix, je pense que déjà ça va subir la comparaison avec la série Edge Runner. Ouais. Et je pense du coup ce sera un peu plus cheap quoi. Si c'est en série pour le coup, autant faire un vrai film dessus, voilà, tu mets le budget, tu balances. La marque Cyberpunk, elle est quand même assez installée. Voilà, je pense que les gens iront le voir si ça donne envie. On passe de la partie super-héroïque de nos actus. Ouais, let's go. Avec la seule actu de chez DC qu'on a. Non, il y en a deux. Il y en a deux? Ah oui, ok, oui. Mais c'est l'autre que... vas-y, je te laisse les introduire, mais... Ouais, sur le coup, donc selon Jeff Snyder, Hush serait le méchant du film The Batman partie 2. C'est ça. Alors, faut savoir quand même que Jeff Snyder, c'est un scooper. C'est un scooper, ouais, qui est plutôt fiable. En tout cas, il a pas, en tout cas, dit des choses assez fausses. Donc après, ça reste une rumeur et de toute façon, ça peut peut-être changer. Mais ce serait du coup l'antagoniste de Batman partie 2. Voilà, je tiens à dire que je l'avais prédit au moment de la sortie de Batman. J'avais repéré un easter egg sur Hush et je me suis dit ce serait super que Hush soit dans Batman partie 2 et j'ai passé un coup de fil à Reeves et il l'a fait du coup. Pas du tout. Ouais, parce qu'il me semble qu'il y a pas Hush écrit sur une télé ou un truc comme ça à un moment, je crois. C'est ça, il y a des découpages de journaux, je crois, qui défilent et au bout d'un moment il écrit Hush, mais Hush ça veut dire chute, mais genre c'est comme pour dire chute à la corruption, en tout cas c'était ça dans le film, mais tu mets pas ça par hasard dans un film Batman. En tout cas ah oui, c'est bizarre. Je te vois, moi j'aime beaucoup Batman. Moi je te vois. Moi je vois les historiques. Et moi je suis chaud parce que je pense que ça se marierait parfaitement avec l'univers de Matt Reeves, sur ce Batman quoi. Et ouais, en plus c'est pas un méchant qu'on a déjà vu. Voilà, il y a plein de gens qui n'ont pas vu Hush, qui savent pas qui c'est Hush, même s'il est quand même assez populaire depuis un moment, mais dans le grand public, je crois pas que ce soit un des ennemis de Batman les plus connus. Voilà, après il est dans cette ambiance réaliste parce que je sais pas si tu te souviens, il y avait des rumeurs que ce serait c'était Clayface.
Ouais, ça aurait pu être Clayface, mais je crois qu'il faut le faire une série maintenant. Alors je sais pas, il y a 500 rumeurs sur Clayface. Il y a aussi il serait dans le film, mais ce serait pas l'antagoniste principal. C'est ça, et il parlait aussi de faire une série avec Clayface. Enfin, il y a plein de trucs sur ça. Moi, je suis partisan que ce Batman reste dans un univers, dans un truc réaliste. Voilà, je sais que voilà, ça, il y a des gens qui vont dire non, un truc réaliste, on en fait trop, mais enfin vu comment il est dans 2 Batman, je trouve que ça marche super bien. Ça, je l'aurais gardé pour l'univers de James Gunn ou ce truc comme ça. Moi, j'aime bien. J'aime bien cette partie-là d'univers. Et je vois pas, franchement, je vois pas le personnage de Robert Pattinson se battre contre Clayface. Il va se faire exploser en 5 minutes. Enfin, tu le vois les combats de Batman. Enfin, c'est un truc ultra réaliste, quoi. Le mec, il a une armure pour résister aux balles. Il est pas du tout. Il est encore plus, plus fragile que Christian Bale dans le sens où. Christian Bale, il avait des trucs d'arts martiaux, se cacher dans l'ombre et tout. Là, il débarque de la pénombre et il vient et tabasse des gens, quoi. C'est vraiment ça, de Batman, quoi. Donc, bon. Il s'est à peine volé, tu vois, genre, il galère, bref. Oui, il se prend un pont, là, ouais. Dans le premier film, ouais. C'est ça. Mais, Hush, moi, je pense que ce serait peut-être le choix le plus logique pour un méchant de cet univers-là, parce qu'en fait, il est très lié à Bruce Wayne, le personnage de Hush, pour le coup. Donc, ça pourrait t'aurais quelques révélations sur la famille, tout ça. Donc, je pense que, et comme t'as déjà un peu ça dans le premier film, je pense que ça pourrait, c'est pas bête, quoi. Après, ce serait logique, quoi. Je pense que là, il est en train je pense que s'il fait Hush, c'est quelqu'un, comme t'as dit, qui est très lié à Bruce Wayne, et en tout cas à sa haine contre Bruce Wayne, sans spoiler pour les gens qui savent pas, tu vois. Mais du coup, est-ce que là, tous les méchants de cet univers, ils vont avoir une dent contre Bruce Wayne, et peut-être finir sur un partie 3 où il y a tout, parce que le Riddler est encore en vie, à la fin de Batman, et il y a un teasing avec le Joker, joué par Barry Keoghan, sur ce qui pourrait arriver. Donc je pense que ils vont faire pas une réunion de méchants, mais en tout cas je pense que tous les personnages ils vont revenir à un moment donné, quoi. Ouais, c'est possible. Après, moi je trouve juste que je me dis visuellement il ressemble quand même beaucoup au Riddler du premier film, hein, avec le fait qu'on voit pas toute sa gueule. Oui, c'est vrai qu'il y a le truc des bandages. Après, ils peuvent adapter ça en disant que Hush, c'est une des conséquences des actions de Riddler, tu vois, je sais pas, ou un truc comme ça, tu vois. Et donc, du coup, qu'il essaie peut-être de le copier aussi. Enfin, je sais pas, là, j'écris un scénario tout seul en matin. Mais je pense qu'ils peuvent faire pas mal de trucs stylés avec Hush. Oui, je pense aussi. De toute façon, on peut lui donner un style, Riddler, lui en donner un style différent du comics, ils peuvent aussi faire autre chose, on est dans un truc réaliste, hein, donc bon, après, encore des bandages, se mettre des bandages sur la tête, c'est pas un truc de fou non plus, mais. Oui, de ouf. Pas un truc hyper surréaliste, mais bon, faut voir. Donc sinon, c'est juste une petite news pour dire qu'il y a la saison 4 de Superman et Lois, donc la série de la CW. Ils espèrent la sortir à peu près vers avril 2024. Voilà, c'est une série sympa. Moi, j'avais commencé à regarder la première saison, je l'ai pas fini, mais c'était il y a un bon Superman dedans. Ouais. L'acteur est plutôt sympa, voilà, et puis il y a tout un délire sur sa famille et tout. C'était chouette. Ouais, écoute, moi j'ai rien vu du tout, je t'avoue, donc je ne peux pas te dire si c'est bien ou pas, mais bon, ça m'attire pas des masses, même si je sais qu'il y a plein de gens qui disent que c'est la meilleure série CW de loin, et je les crois, mais voilà, quoi. Oui, je pense. Ouais. J'ai pas envie de m'investir sur une série CW. Après, les saisons sont plus courtes c'est pas des 24 épisodes, c'est du 13, je crois. Donc ça va, tu vois. Mais bon, au moins on aura des Superman l'année prochaine avant le Superman de James Gunn. C'est ça. Bon, on passe à Marvel. Yes, on passe à Marvel. Là, il y en a des leaks, hein. Il y en a beaucoup. Oui, non, on a eu une interview sur le coup, c'est chez Collider, on a eu une interview de Matt Shakman, donc qui va réaliser les 4 Fantastiques et qui a donné quelques updates sur le casting et sur le tournage. Et donc il a dit, le casting, en fait, il serait fini, de ce que j'ai compris, et qui sera annoncé après la fin de la grève, quoi. Parce que pour l'instant, de toute façon, il peut rien dire avec la grève de la SAG-AFTRA. Ouais, et puis, il a dit que bon, ce serait un film comme on n'en a jamais vu
dans le MCU. Ouais. En termes d'histoire et aussi d'approche cinématographique. Je sais pas ce qu'il veut dire par là, le Matt Shakman, parce que bon, lui, je crois qu'il vient de enfin, il a fait la WandaVision, mais enfin, il vient de la série de base, lui, hein, mais. Oui, il vient de la série. Lui. Moi, ça m'inquiète. Hein. Moi, je vous dis, ça m'inquiète beaucoup. Hein. Ouais, je sais pas. Moi, je trouve qu'il a fait du bon taf sur WandaVision quand même, sur le coup. Bon, après, il y a quelqu'un qui a ressorti des tweets où il y a des gens qui disaient pareil sur Strange 2, sur Quantum Mania, et que c'était un film qu'on n'avait jamais vu chez Marvel, machin. Oui. Bon, après ça, je pense que c'est de la promo, mais moi, ce qui m'inquiète, c'est que là, ils prennent, je crois que c'est la deuxième fois du MCU, parce que la dernière fois qu'ils ont ramené un mec de série pour faire un film, ça donnait Thor 2. Je sais pas si tu te souviens. Mais non, c'est pas la deuxième fois. On fait ça souvent, hein. Bah, qui? Bah, Joss Whedon, sur Avengers. C'est vrai, par Joss exemple. Whedon. C'est vrai que Et les Rousseau. Les Rousseau, ils viennent de communiquer. C'est vrai qu'ils viennent de la série, les Rousseau, c'est vrai. Ah oui. Ah là là, j'avais complètement zappé. Eh oui. Parce que moi, je me souvenais de Thor 2, parce que vraiment, voilà. Mais je sais pas si les Rousseau, ils avaient déjà fait des films ou pas. Je sais plus. Non, je crois pas. Okay, c'était la première fois qu'ils faisaient un film. Je crois. Hein. Parce que encore Joss Whedon, il a été concerné dans des productions cinématographiques, tu vois. Il a jamais dans les surécrit scénars, des scripts plutôt, ou des trucs comme ça, donc ça me choque pas. C'est un réalisateur de série télé, ça se sent, mais genre ça m'a pas. Mais j'avais oublié les Rousseau, c'est vrai. Et peut-être en cherchant, on a d'autres hein, sur le coup, mais. Je t'avoue que là, j'ai pas les 30 films en tête pour me dire Ouais, ça. Mais, c'est ça surtout. Mais ouais, En tout cas, il y en a. C'est vrai qu'il y en a déjà eu du coup. Et c'est pas, en tout cas, moi je trouve que c'est jamais bon signe et je pense que là ils l'ont déjà prouvé là. Les mecs qui viennent de la série, tu leur mets un gros film comme ça. Encore quand ils vont chercher des petits réalisateurs de films indépendants, bon bah ils se font contrôler et tout, hein, mais les mecs de séries de télé, enfin ils ont des réals de séries de télé quoi. Genre Thor 2 ou les trucs comme ou même Joss Whedon, c'est vraiment une image qui est pas très belle quoi. Donc ça me fait flipper un peu, mais bon, on verra. Parce que tu veux dire, mais bon, le problème, c'est que moi, j'aime quand même, moi, ce qu'ils ont fait les Rousseau, donc voilà, c'est, par exemple, ou Joss Whedon sur le premier Avengers, je l'aime bien quand même. Non, mais j'aime bien le premier Avengers, hein, mais enfin, l'image, enfin, c'est de la série télé, quoi. Mais même le 2, c'est des trucs, c'est ultra éclairé de partout, enfin, t'as aucune ombre dans l'image, c'est vraiment des trucs de série télé, quoi. Oui. Bon, après, je pense que, on verra. Moi, je donne le bénéfice du doute à Matthew. C'est ton pote, Matt. C'est mon pote. Écoute, à voir. Je suis quand même content que ce soit, parce qu'à la base, ils avaient annoncé John Watts, tu vois. Et je me dis, Matt Shakman, il y a de l'espoir. John Watts, j'avais pas d'espoir. Donc, oh là là. C'est vrai que lui, il est pas à l'abri de revenir, hein. Il l'aime bien, hein, donc, ouais. Bah, déjà, il a fait une série Star Wars qui va arriver bientôt. Ouais. Ça fait peur, hein. Et, ouais, c'est possible qu'il l'annonce pour le Spider-Man 4, on n'en sait rien. C'est possible. C'est vrai. En tout cas, moi, je trouve que ce serait pas tellement étonnant. Et donc, le film sera tourné, ils espèrent le tourner, en tout cas, l'année prochaine, au printemps à Londres, c'est Pinewood, au studio Pinewood, sur le coup. Oui, comme d'hab. Donc ensuite, on a des trucs sur Blade. Mais, je sais pas si t'as vu, alors c'est une news d'un scooper aussi, qui s'appelle Daniel RPK. Et en fait, il est revenu un peu sur ce qu'il avait dit à la base. Ouais. Parce qu'à la base, il avait dit que le script complet serait réécrit. Et ensuite, le lendemain, il a dit donc Nick Pizzolatto, donc le créateur de True Detective, qui avait été embauché en avril de cette année. En fait, il serait en train de réécrire le scénar, mais basé sur le script de base de Michael Starbury. Donc c'est pas écrit à partir de zéro, mais en fait, il réécrit, mais pas il réécrit ce qui est déjà écrit, quoi. Mais c'est pas ce film qui avait un script de genre 30 pages la première fois qu'il a été écrit? Ouais, mais ça, c'était le premier, ouais, et sur le coup, ils avaient changé. Peut-être qu'il y a toujours que 30 pages. Du coup, c'est pour ça qu'il pensait qu'il partait de rien. Non, mais franchement, c'est une blague, ce film. Enfin, il y a tellement de problèmes, déjà, juste dans l'écriture du film, c'est un truc de fou, quoi. Ça fait 5 ans. Ça fait 4 ans. Qu'il y a des problèmes d'écriture, qu'ils sont en train de réécrire, que ça va pas, que Marshall, il trouve que c'est de la merde. Enfin, c'est compliqué, là. Et là, ils disent qu'ils réécrivent encore le scénario. Bon, peut-être pas de zéro, mais en tout cas, ils réécrivent des trucs dessus. Enfin, on va le voir sortir en 2034, le film. Il va finir comme The Flash. Je pense pas. En vrai, j'ai vu un autre trooper, mais je sais plus son nom sur le coup, qui disait que lui, il entendait beaucoup de bien du scénario. Donc, qui disait comparé à l'année dernière où il entendait que des mauvais échos, là, il entendait des plutôt bonnes choses. Donc, écoute, à voir. On verra, mais ça, c'est un enfer de production, déjà.
Oui, bien sûr. Bah, En espérant que le tournage se passe bien, quoi. Après, ils allaient le tourner, et puis il y a eu la grève qui tombe juste au moment où ils allaient le tourner. Donc bon. Parce que c'était vraiment bloqué, ils avaient vraiment bloqué une date en juin, je crois. Ouais, mais encore heureux, hein, peut-être, parce que vu qu'ils ont changé après le script, ça veut dire que ça allait toujours pas. Donc, bah, le Nick Pizzolatto, là, dont je parlais, ils l'ont recruté avant qu'il tourne, hein, sur le coup. Mais bon, peut-être qu'il a eu des idées, là, pendant la grève, il s'est dit, voilà. Ah oui, mais je veux dire, le script, ça veut dire qu'il était pas prêt dans tous les cas, quoi. S'il tournait, s'il y avait pas eu le Covid, le script, ça aurait été quand même ils auraient été obligés de tourner avec un script pas fou, quoi. Ah oui, bah, surtout le premier. Oui, bah ça, oui, mais là, je pense, de toute façon, c'est le projet de Marshall Ali, et c'est lui qui tire à go. Ouais. Bon, quoi. Ouais, il est vénère, là, Marshall Ali. Il veut pas des projets, à la truelle, là. Il veut pas que le projet dise c'est nul et tout. Enfin, bref. Bon, du coup, on a eu pas mal de dates aussi de Marvel. Beaucoup de dates. J'ai pas compris d'où ils viennent, mais apparemment c'est des vrais leaks pour le coup là. Oui, c'est sur un site qui s'appelle US Copyright, sur le coup, donc des histoires de droits d'auteur. Oui, c'est ça. Sur les dépôts de droits d'auteur, on peut voir les dates déposées par Marvel pour les séries, les séries associées, quoi. Après, de ce que j'ai compris, il faut pas prendre les dates là vraiment au pied de la lettre, quoi, parce que en fait c'est plus aux environs de ces dates-là que ça va sortir, quoi. Après, t'as des séries qui sortent dans un an, peut-être ça bouge, tu vois, ils savent pas, oui. Ils sont pas sûrs de rien, enfin, ça peut encore bouger, mais je pense que, en tout cas, les premières séries qui vont venir, je pense que c'est quasiment, fait, quoi. Alors, c'est sûr qu'ils vont sortir à peu près ces moments-là, je pense. Oui, je pense que ça va être vers là. Mais sur le coup, on a eu des dates, des synopsis et du casting. Donc, sur le coup, on a eu pas mal de choses. Oui, là, on a eu plein de trucs. Donc, par exemple, on a Echo qui arriverait, donc, d'après les papiers, ce serait le 10 janvier. Le 10 janvier 2024. Ouais. En tout cas, c'est janvier, c'est sûr. C'était Géologue Reporter qui l'avait annoncé, je crois. Donc, Et ça fait combien de temps que c'est fini de tourner, Echo? Echo, c'était l'année dernière, je crois, vers l'été de l'année dernière. Ouais, je crois que ça fait un moment qu'il est dans les cartons. Ouais. Je pense qu'il est temps de le sortir. Et Bah, il voulait sortir toute la série en une fois, c'est ça? Ouais. Tous les épisodes, ils vont sortir en une fois. Ça devait sortir en novembre, sur le coup, c'était repoussé de 2 mois. Bon, ça, c'est suite aux grèves, hein, sur le coup. Oui. Donc X-Men 97, donc là ça dit 4 janvier, je sais pas si ça sortira vraiment le 4 janvier, mais en tout cas je pense que ça sortira en janvier. Ouais, c'est la série d'animation qui reprend, il me semble, l'esthétique de la série des années 90, c'est ça? Ouais, c'est ça, qui avait commencé en 92. Ouais, c'est ça, voilà. Et je crois qu'elle s'est finie en 96, et pour ça là c'est 97. Donc ensuite, là on a Agatha Darkhold Diaries, donc qui sortirait pour le 29 septembre 2024. Sur le coup, ça collerait avec ce que disait The Reporter. Il disait que ça sortirait vers la période d'Halloween. Ouais, du coup un mois avant Halloween, ça correspond à peu près. Donc 29 septembre, ça serait juste, quoi. Hein. Sur le coup, ça va être 9 épisodes, il me semble, là, cette série. 9 épisodes, ok. Et on a des infos sur le synopsis? Ouais. Alors, dans le premier épisode, nous voyons Agatha sortir enfin d'un sort dans lequel elle était piégée. Elle a hâte de retourner à ses anciennes habitudes meurtrières pour découvrir qu'elle est impuissante. La seule façon d'avancer pour elle est de se lancer dans une quête périlleuse pour récupérer ses pouvoirs avec l'aide d'un ou 2 amis improbables. Et donc au casting, on a Catherine Hahn en Agatha Harkness, Aubrey Plaza en Rio, Joe Locke, alors ils ont mis Tin parce qu'ils veulent cacher le personnage, je pense, mais tout le monde sait que c'est Billy, donc c'est le fils de Wanda qui a les pouvoirs de sorcier, quoi. Ce serait Billy ado, quoi. Patty Dupont qui joue Lilia, Sacher Zamata qui joue Jenka et Ali Han qui joue Alice. Ouais, toi tu l'attends cette série? Bah moi je suis un peu curieux parce que j'avais bien aimé WandaVision et comme je sais que c'est la même équipe créatrice qui est derrière, c'est Jacques Schaffer qui était showrunner sur WandaVision. Bah ouais, je suis curieux. Et puis en plus je trouve les sorcières pendant la période d'Halloween et tout, ça peut être sympa. Pas ma plus grosse attente, mais je suis curieux en fait, je me dis ça peut être cool. Et toi? Pas trop, pas trop, parce que là, c'est les personnages secondaires de projets secondaires qui commencent à avoir, c'est comme Echo, quoi, c'est des persos que, en fait, je trouve ça, c'est des personnages secondaires de séries qui sont, bon, c'est grossier à dire, mais qui sont un peu des séries, c'est un peu en attendant les films, tu vois, pour la plupart, et j'ai un peu l'impression que c'est des persos, du coup, au 4e rang, quoi, qui sont mis au devant de la scène, ils se font des séries sur eux. Après, bon, écoute, si
la série, il y a des bonnes idées, hein. Dans tous les cas, ce sera bien, mais aux amours, je sais même pas que ça me chauffe pas, c'est que je m'en fous un peu, tu vois, d'Agatha. Mais bon, après, écoute, si, WandaVision, moi, c'était une des meilleures séries, Marvel, donc, si c'est être du même acabit, je regarderai, hein. Ouais, bah moi je m'attends à ce qu'ils fassent des trucs un peu originaux en fait. C'est pour ça que je suis un peu curieux. Ouais. Donc sinon on a aussi Spider-Man Freshman Year. Donc ça c'est la série d'animation sur Spider-Man. C'est ça. Donc ça sortirait le 2 novembre 2024. Donc ça sortira l'année prochaine. Ça va quoi. Alors on a un synopsis. Alors Marvel Studios présente Spider-Man Freshman Year, dans lequel la vie de Peter Parker, alors qu'il se prépare à son orientation au lycée, est changée à jamais par des événements qui l'envoient dans un voyage sans précédent. Dans le premier épisode, on découvre que la nouvelle ère de Spider-Man commence ici. Ouais, apparemment, c'est pas du tout relié au MCU, parce que je crois que de base, ça devait être relié, ça devait être les premières années, il me semble, de Tom Holland, du coup, du personnage de Tom Holland, mais du coup, c'est un autre Spider-Man dans un autre univers, où on retrouverait les méchants de Spider-Man. Enfin, voilà, c'est un peu Spider-Man au lycée. Après, je connais pas les séries, mais il y avait pas déjà eu une série où Spider-Man était au lycée aussi, enfin, premières années de lycée, quoi. Si, c'est dans Ultimate Spider-Man, il était au lycée, je crois. Ouais. Après, je sais pas ce que ça va donner, mais après, je crois qu'il y a il y a par tous les 10 ans, il y a 4 séries Spider-Man, 4 séries d'animation. Bon. Là, après, c'est une série Disney+, ça, généralement, c'est plus des séries pour Disney XD ou ce genre de truc. C'est ça, ouais. Là, c'est une série pour plateforme, donc c'est un peu différent, je trouve, quand même. Mais l'esthétique me plaît pas mal. À voir comment ça donne en rendu, et à voir. Écoute, on verra ce que ça donne. Je serais pas de dire si ça va me parler ou pas. Après, je pense que ça va être un truc très teenage, très teenage dessin animé, quoi. Donc, aucune idée. Moi, le problème que j'avais avec le côté lié au MCU, je me disais, mais comment tu mets les méchants dedans? Comment tu mets, genre, il a rencontré Octopus et tout, avant le vautour, hein. Enfin, c'était bizarre un peu. Moi, je pensais qu'ils allaient prendre des méchants mineurs, Spider-Man, et des trucs qu'on n'a pas vus, tu vois, et qu'ils allaient faire un truc dessus, quoi, tu vois. Ouais. Non. non, pas du tout. Non, il y a Octopus, il y a Norman et tout, non, là. Et donc, on a un casting, sur le coup, Hudson Thames en Peter Parker. Donc, lui, il a fait déjà la voix, donc c'est un casting vocal, il avait déjà fait la voix de Peter Parker dans l'épisode de What If, avec Spider-Man. D'accord. Dans la saison 1, voilà. Eugene Bird en Lonnie Lincoln. Grace Sang en Nico Minoru. Alors, par contre, Nico Minoru, elle a déjà eu une adaptation en live action, c'était dans la série Runaway. D'accord. On a Hugh Dancy en Octavius. Hugh Dancy, ça me dit quelque chose, mais... T'as vu Hannibal? Oui. Ah oui, ok, c'est le héros, Will, Will, je sais plus son nom, mais c'est Will. Ah, ok. Carrie Walgreen en Tante May et Zeno Robinson en Harry Osborn. Et là, on a ta série préférée, qui a une date... En tout cas, que j'attends beaucoup, oui, ça c'est clair. Sur le coup, ça c'est clair. Daredevil Born Again, donc sur le coup, qui était normalement prévu pour le printemps 2024 et qui repoussait donc pour janvier 2025. Ouais, parce que avec la grève, ils avaient commencé à tourner, ils ont dû arrêter de tourner et voilà quoi. De toute façon, il y a 50 000 séries à placer avant, donc voilà. Parce ils ont tourné pas mal, hein. Ils ont tourné bien 2-3 mois hein, sur le coup. Ouais, mais pas mal suivi les photos de tournage, il me semble qu'il y a 18 épisodes quoi. C'est ça. Donc bon, ça va être long quoi. C'est que si la série elle faisait peut-être 6 épisodes, il aurait déjà fini, mais là, ça va être un gros truc. Donc on a un synopsis. Donc alors Marvel Studios présente Daredevil, dans lequel des rivaux de longue date, Matt Murdock, joué par Charlie Cox, et Wilson Fisk, putain j'ai du mal, joué par Vincent D'Onofrio, tentent de laisser derrière eux leur alter ego les plus sombres pour servir les habitants de New York, mais leur passé les rattrape. Dans le premier épisode de la série, nous sommes réintroduits dans le monde de Daredevil. Une question. Est-ce que les séries Netflix sont canon? C'est ça qu'on veut savoir, là, nous dire il faut nous réintroduire ou pas. On a toujours pas la réponse, et je pense pas parce qu'on n'aura pas vu la série, je pense, hein. Non, mais en vrai, je pense qu'ils vont pas le faire. Je pense qu'ils vont reboot, sauf reboot, et que ça va pas du tout être connecté à la série. Enfin, en tout cas, y a rien qui pointe que c'est la même chose. Bon, y a rien qui pointe que ce serait pas la même chose, mais je sais pas. Je pense qu'on aurait déjà su que c'était la suite de Daredevil. Je sais pas. Après, moi, j'ai vu Cooper qui disait que ça ferait des refs à des trucs dans des anciennes saisons, machin. Donc je sais pas. Est-ce qu'ils vont faire comme dans le Hulk de Louis Leterrier, où tu sais, où le Hulk de Ang Lee de 2003 aurait pu être, enfin ça peut être la suite du Hulk de 2003, mais tu sais c'est jamais explicitement dit que ce soit, voilà, tu vois,
Ils jouent sur le flou et tout, donc ils vont peut-être faire la même chose. Bah, il y a moyen, hein. Mais bon, normalement, voilà, tu fais venir le Punisher, tous les autres. Bon, normalement, si Ah, c'est ça. en plus il y a des rumeurs comme quoi Jessica Jones reviendrait. Ouais. Enfin, en tout cas, voilà, il y a des petites indices là-dessus. Au bout d'un moment, ils vont pas pouvoir cacher s'il y a un vrai passé entre ces personnages que ça y est, quoi. On verra s'il y a un moment, il y a genre Foggy qui arrive. Ah, c'est vrai Mode qu'il y a surprise. ceux-là, Karen et Foggy, Bah, ils sont pas annoncés, hein, pour l'instant, la série. c'est vrai. Mais Surtout, d'ailleurs, il y aura Kingpin dans la série. oui, Ping, et il y a Frank Castle. C'est ça, donc eux ils reprennent leur rôle. Bon, Kingpin, on savait, il était déjà là dans Hawkeye et il sera dans Echo aussi, donc on savait qu'il était déjà réintroduit. Mais Frank Castle, je sais pas ce qu'ils vont en faire. Bah, justement, en fait, là, donc, dans le cas, on a un casting, là, sur le coup. Ouais. John Merton en Frank Castle. Donc, Margarita Levieva en Heather Glenn. Michael Gandolfini en Daniel Blade. Sandrine Holt en Vanessa Fisk. Sur le coup, ils ont changé l'actrice de Vanessa Fisk. C'est pas la même que Netflix, en gros. Ouais. Nikki M. James en Kirsten McDuffie. Jenaya Walton en Bébé Urich. Clark Johnson en Sherry. Artie Fruchan en Buck Cashman et Sabrina Guevara en Sheila Rivera. Et en fait, le truc, juste, dans ce casting, c'est qu'en fait, en troisième position, t'as John Melton, Frank Castle. Donc, il aurait un rôle important, en fait. Parce que généralement, ils mettent par ordre d'importance, tu vois, les noms des personnages dans les castings. Bon, après, c'est juste peut-être parce que c'est John Bernthal, hein, tu vois. Peut-être qu'il l'a mis là, en mode. Je sais pas si c'est parce que c'est ça, mais, enfin, après, je sais que, si, généralement, enfin, dans les génériques de fin, t'as pas ordre d'importance, en vrai, les castings. Oui, mais là, je veux dire, c'est pas un générique de fin, c'est peut-être juste eux qui annoncent ça comme ça, mais ils peuvent. Enfin, je sais pas comment ça peut être une preuve ou pas de qui va être important, tu vois. Bah, faut voir, mais en vrai, quand tu regardes les autres trucs, c'est quand même j'ai l'impression que c'est quand même les personnages importants qui sont en premier à chaque fois. Bah, écoute, on verra, mais après, il y a pas eu de photos avec John Bernthal, tu vois, de partout quand il y avait le tournage. Tu vois. Non. Mais il y en a qu'une du Kingpin, on a pratiquement rien vu. Hein. Le seul qu'on a vu, c'est Charlie Cox qui se balade. C'est ça, ouais. Bah écoute, à voir. Moi, j'ai envie parce que c'est la seule série, une des seules séries que moi j'ai envie de voir de Marvel, vraiment. J'aimais beaucoup la série Netflix, donc voilà. Après, je crois que ça va pas du tout être dans le même mood, mais en vue de She-Hulk, mais écoute, on verra. Je pense pas que ce sera dans le mood de She-Hulk non plus, on verra. Mais Ah bah ça a intérêt pour moi. ah oui, oui. Bah moi, voilà, moi j'aime She-Hulk, je le dis, j'aime bien She-Hulk, mais c'est pas. Je le dis, je le crie. Personne ne va m'empêcher. Voilà. J'ai pas honte de le dire. C'est pas, voilà. Mais c'est pas pour ça que je veux le Daredevil pour moi, Daredevil dans She-Hulk, bah, il est dans le ton de la série. Après, j'aimerais bien que le ton de la série Daredevil Born Again, je pense pas que ce sera le ton de She-Hulk. C'est tout. Donc, après, à voir s'ils annoncent, ce serait intéressant de voir s'ils annoncent du R-rated pour la série, comme il y a le Punisher et tout. À voir, hein, parce que là, il sort, tu sais, il ressort de Werewolf by Night. Ouais. En couleur. Ouais, c'est con. Et sur le coup. Ouais, non, mais c'est con dans l'idée, mais il y a un truc intéressant. C'est qu'en fait, le noir et blanc te permettait d'échapper à la classification TV M1, tu vois, un truc mature pour TV. Ouais. Et sur le coup, comme le son il sera rouge, bah, là, sur le coup, normalement, ce sera un programme TVMA, quoi. Ouais, mais du coup, tu penses qu'ils vont faire plus de programmes TVMA? Je pense qu'ils peuvent ils vont peut-être s'y diriger, ouais. J'ai un petit espoir. Bah écoute, on verra. Moi, j'espère que ce sera dans le même ton que la série Netflix, mais bon, je me fais pas d'illusions. On passe à la dernière série. Yes! Donc, alors celle-là, ils l'ont repoussé de très loin. C'est Iron Heart, donc qui sortirait le 3 septembre 2025, Ouais. dans 2 ans. Donc sur le coup, alors qu'elle a été tournée l'année dernière. Ouais, j'ai l'impression qu'elle a été tournée il y a des lustres, mais bon, elle sortira dans les derniers pour, je sais pas, pour que ça colle à la timeline CU, je pense. Oui, je pense qu'il y a Armor Wars qui était censé être une série qui a été transformée en film. Pour l'instant, on sait pas où le film se place. Il est placé dans aucune phase ou quoi pour l'instant. Donc c'est possible que Iron Heart, vu que Armor Wars avait des trucs avec plein de personnages avec des armures et tout, il est possible que Iron Heart soit relié à Armor Wars et sorte pas longtemps avant la sortie d'Armor Wars.
Ouais. Bah écoute, c'est le retour de Riri Williams et bah moi je vais te dire, j'en ai rien à foutre. Je dis ce personnage, je trouve pas intéressant. Et de toute façon, il était plus que tertiaire dans le film où je l'ai découvert. Et puis franchement, j'ai vraiment pas envie de voir une série sur elle. Je trouve son armure elle est moche. Je trouve que j'aime rien. Mais j'ai vu l'armure qu'elle a aussi, elle est pas pareille. Ouais, on va faire des petites modifs. Il y avait des photos de tournage où elle était une armure, c'était une armure assez mastoc et tout, c'était pas du tout comme celle qu'elle a dans Wakanda Forever. Après, j'avais vu une interview aussi de l'actrice qui disait qu'en gros, quand elle a fait Wakanda Forever, comme Brie Larson, elle connaissait pas du tout son perso. Tu vois, quand Brie Larson a fait... Oui, mais c'est pas le problème, hein, moi je trouve, tu vois. Le problème là, c'est que son perso, je t'avoue, qu'elle le connaisse ou pas dans Wakanda Forever, je pense que le film il aurait été pareil. Hein. Franchement, vu l'importance qu'elle a dans le film temps d'écran. Non, mais je veux dire, le personnage n'était pas vraiment défini, tu vois, comme comme Brie Larson dans Captain Marvel dans Endgame, quoi. Enfin, c'est pas, tu sens que le personnage, il se pas encore, ça tâtonne, quoi. Enfin, moi, je trouve. Oui, mais elle a elle a une importance, quoi, dans Endgame. Alors que là, Williams, je m'en fous, quoi, de ce perso. Ils font une série toute entière sur un personnage tertiaire de Wakanda Forever, ça m'intéresse pas, je t'avoue. Oui, je peux comprendre. Et toi, tu es intéressé? Mais moi, je suis toujours intéressé, moi. Oui, mais ton niveau d'intéressement vis-à-vis de cette série, quoi. Bah, c'est peut-être celle qui me parle moins. C'est peut-être celle qui me parle. Mais après, il y a le côté, comme je sais qu'il va y avoir un côté normalement, technologie contre magie, ça pourrait peut-être m'intéresser. Ouais, parce que le méchant est un magicien, machin, donc ça peut peut-être me plaire. Donc à voir. Moi, je dis pas non. Ça, ce serait une série en 6 épisodes, à voir, de toute façon. Ouais, bah écoute, on verra à ce moment-là. Peut-être qu'ils vont faire comme Echo, ils vont peut-être tout sortir d'un coup, on sait pas. Je sais pas. Est-ce qu'on finirait pas les news sur Star Wars comme d'hab? Oui, parce que dans les papiers, là, il y avait aussi du Star Wars, sur le coup. Avec Star Wars que les tonnes Crew. Donc, qui sortirait en janvier 2024. Ouais. Donc, c'est bientôt. Bah, c'est la prochaine série Star Wars, du coup, du calendrier, et on a une petite description, je crois. Dans le premier épisode de Skeleton Crew, nous rencontrons 4 enfants qui font une mystérieuse découverte sur leur planète natale apparemment sûre et se perdent dans une galaxie étrange et dangereuse. Ils doivent retrouver le chemin du retour, rencontrer des alliés et des ennemis improbables. Ce sera une aventure plus grande que ce qu'ils auraient jamais imaginé. Ouais. Il y a un truc intéressant, c'est quand ça dit ils se perdent dans une galaxie étrange et dangereuse. Est-ce qu'ils se perdent dans une autre galaxie et est-ce que ce serait lié à Ahsoka? Est-ce qu'ils seraient dans la galaxie où il y a Ahsoka en ce moment? Oh, alors là, je crois que tu vas loin. je crois que tu vas loin. C'est le Mandoverse que le coup, tu vois. Ah ouais, mais ils vont faire ça, peut-être ils vont tout relier, mais comme ça leur permettrait de faire d'interagir, je sais pas. J'aurais pas du tout vu ça comme ça, mais c'est le fait qu'ils parlent de galaxie. Moi, ça fait dans ma tête, ça fait un lien avec Ahsoka, quoi. Sur le coup, je me dis ils sont dans l'autre galaxie, quoi. Ouais, mais après étrange et dangereuse. Je trouve pas que là où il y a Ahsoka, c'est étrange. Enfin, c'est étrange, oui. Enfin, il y a des trucs un peu space, mais c'est pas dangereux. Après, on n'a pas vu toute la planète et tout. Si, il y avait des morts vivants. Non, mais attends, il y a des morts vivants parce qu'il y avait Throne, mais c'est les sœurs on en parlera tout à l'heure, mais je crois pas. Peut-être, écoute. Après, est-ce que ça serait intéressant? Je sais pas. Tu vois, je préfère être dans une nouvelle planète avec des nouveaux, des nouvelles faunes, une nouvelle ambiance, quoi. Pour le coup. Après, je parle de galaxie, je parle pas de planète, tu vois. Ou de galaxie, oui. En tout cas, de pas être dans le même endroit, parce que bon, voilà, quoi. Si je vois la même planète que ce que j'ai vu dans Ahsoka, je vais être en mode, on veut un peu de nouveauté, quoi. On veut un peu de trucs qui fassent. Moi, tu vois, avant qu'ils rejoignent les autres, je préfère qu'ils fassent leur truc de leur côté, pour le coup. Oui, mais c'est possible. Mais je dis pas qu'ils vont pas faire leur truc de leur côté. Mais moi, je pense qu'ils vont être dans la galaxie, dans la deuxième galaxie, quoi, qu'ils sont introduits là, dans Ahsoka, quoi. Ouais, écoute, tant qu'ils ont le truc sur l'autre côté, peut-être après, voilà, ça permettra de les rejoindre, mais bon, j'espère que ça va pas être intégré en mode, coucou Ahsoka, coucou les autres, quoi. Non, pas forcément. Bah là, tu vois, dans Ahsoka, on n'a pas eu Mando qui est arrivé. Parce qu'il aurait pu. Non. Oui. Bah après, je veux dire, tout le monde est débarqué dans Mando, quoi. c'est le truc. Mais bon, comme, tu sais, ils veulent faire le film en Mandoverse, je pense qu'ils vont faire ça m'étonnerait pas, tu vois, que ce qui est une grosse se passe là-bas, quoi. Oui, je pense aussi. En parlant de Mando. Oui, il y a une saison 4. Et oui, une saison 4 qui a été annoncée, qui va commencer à être filmée,
dès que les strikes, les grèves seront finies, donc parce qu'ils ont apparemment ils ont tout prévu, le script est fini et il me semble qu'ils voudraient la lancer en printemps 2025. Du coup, c'est cette saison 4. Enfin, si évidemment qu'il y a plus de grève et que tout se passe bien, ce serait ça le but. J'ai toujours pas vu la saison 3 de Mando, donc je sais pas, Mais la saison 3 fait très fin de série. C'est ça qui est un peu étrange. On dirait vraiment que c'est fini, Mando. Ça aurait pu finir là, tu vois. Et je me demande si la saison 4, est-ce que ça va pas être, ils vont pas faire genre que Throne soit la grande menace. Vu que on a encore une dernière info, c'est que Ahsoka saison 2 est annoncée, je crois pas qu'ils vont faire que Mandalorian ce soit Throne, tu vois. Je pense qu'ils vont le garder pour Ahsoka, tu vois, saison 2. Si, c'est parce que il y a de grosses rumeurs comme quoi est-ce que la saison 2 serait confirmée, et je pense que ça va être confirmé parce que je crois que la série marche plutôt bien. Elle fait un super démarrage. Donc je pense qu'ils vont garder ça pour Ahsoka saison 2. En fait, pour moi, Throne, c'est le méchant du film, tu vois. C'est pour ça que, pour moi, c'est encore autre chose. Pour moi, je sais pas du tout. Je vois plus une menace grandir, la menace grandir avec Throne et tout, pour arriver au film du Mandoverse, quoi. Je vois bien un truc comme ça. Ok, je vois ce que tu veux dire. Moi, je pensais qu'ils allaient, créer plusieurs méchants de l'Empire, entre guillemets, qui seraient, les méchants. Mais après, oui, c'est possible que Throne soit le gros méchant. Ce serait pas con. Ouais. Bah, écoute, je pense qu'on a fait le tour, là, on a fait le tour. On passe aux sorties de la semaine. Ouais, c'est les sorties de la semaine. Et ouais, on va parler des sorties de la semaine et tout de suite, on va parler de la sortie puisque c'est le premier épisode de Loki. Make the hard choice. It's him. You better run! War is on its way. Come on, you're the god of mischief. Always have been. Always will be. A little over the top, don't you think? I thought it was spot on. Alors, Loki, la saison 2, donc notre anti-héros préféré de Marvel qui revient avec un budget de 141 millions c'est pour cette deuxième saison. Et cette deuxième saison, elle reprend directement après la fin de la saison 2 où Loki revient au TVA. Je crois que c'est le TVA. J'ai un trou là d'un coup. Oui, c'est le TVA, ouais. C'est TVA et qui voit la statue de celui qui demeure en plein milieu du TVA. Et après, dans cet épisode, on va voir que Loki glitch, littéralement, fait des glitches dans le temps, comme dans Across the Spider-Verse. Oui, c'est vrai. Et il fait des trucs un peu comme ça, et il va essayer de survivre à ces glitches, en tout cas dans cet épisode. Qu'est-ce qu'on en pense de Loki? Épisode 1, saison 2, moi, c'était un plaisir, hein. Sur le coup, c'était un plaisir de retrouver cet univers-là qui est vraiment original, sur le coup, pour du Marvel, c'est vraiment, on n'est pas sur du truc basique du super-héros, sur le coup. On est vraiment sur quelque chose de vraiment original, avec cette esthétique très années 70, ce délire avec le temps, et tout. Enfin, moi, c'était un vrai plaisir de retrouver le casting aussi, Owen Wilson, puis là, on a un petit nouveau avec Keiyu Kwan, qui est super aussi, hein, je trouve son personnage. L'histoire, je vois pas trop où ça va, hein, mais l'épisode était sympa. Je trouvais ça plutôt bien foutu. Il y a un montage super entre quand tu comprends qu'en fait il va dans la TVA du passé et quand justement il est avec le personnage de Obi et qui l'influe sur le passé pour le présent et tout. Je trouve qu'il y a un montage super à ce moment-là. Et non, pour moi ça a été un vrai plaisir de retrouver tout ça et j'ai hâte de voir la suite. Et pour l'instant, je suis. Mais toi, c'était ta série préférée, la saison 1 ou de Marvel? Je considère que c'est la meilleure de Marvel, ouais. Ok, moi aussi, en vrai, je pense que c'était la meilleure. Enfin, en tout cas, la saison 1, j'avais bien aimé, même si il y avait un ou deux épisodes, c'était un peu en train de, c'était un peu des surplaces, mais en termes de DA et tout, c'était la meilleure. Hein. Enfin, c'était là où il y avait des idées avant qu'ils tombent avant que les séries ne me plaisent plus du tout, Marvel. Et après Secret Invasion, j'avoue que ça fait un peu du bien quand même cet épisode. Parce que j'avais perdu foi moi en série Marvel parce que j'ai pas vu Miss Marvel, j'ai pas du tout vu pour le coup, donc apparemment c'est pas dégueu, donc mais genre Moon Knight, trucs comme ça m'avait She-Hulk, moi j'ai pas du tout accroché, il y a plein de trucs comme ça où j'ai pas du tout regardé. Mais là pour le coup Loki, je me dis là c'est la saison 2, j'ai beaucoup aimé la saison 1,
je suis chaud quoi. Et en vrai, dès le début, ça m'a accroché. La scène d'intro, déjà, te met dans le bain direct, tu vois. Oui. Et je crois que c'est la plus belle série Marvel. J'essaie de réfléchir, mais je crois que c'est la mieux filmée, la mieux découpée. J'aime bien la photo aussi. Il y a toujours les couleurs jaune sépia, orangé que j'aime bien. Ça crée une bonne ambiance, un peu rétro comme t'as dit, années 70. Et avec des super musiques aussi toujours. Genre Loki, j'adore. Et là, dans cet épisode, pour le coup, en termes de réal, tu compares à Secret Invasion, c'est le jour et la nuit, quoi. Non, Là, t'as des plans séquences, hein, peut-être pas des plans séquences, mais en tout cas des plans très longs. Et en gros, ça montre bien l'urgence de la situation, parce que les personnages, ils sont en mouvement constamment dans le cadre. Alors, il est sans couper, donc on sent qu'ils sont dans une situation, ils sont dans un contre-la-montre, quoi, où Loki, il se retrouve téléporté à 2 timelines différentes, dans le passé, puis dans le présent, puis dans le passé, puis dans le présent. Il essaie d'expliquer la situation, il doit aller vite et tout. Et ça donne des scènes assez drôles, je trouve, en plus, avec Ke-Huy Quan, mais sans genre dédramatiser les enjeux, tu vois, parce que on connaît Marvel, ils aiment bien casser les enjeux, mais là je trouve ça marche bien parce que c'est genre le personnage de Ke-Huy Quan, je trouve qu'il se marie bien avec la série, avec l'univers, et en même temps il en fait pas trop, tu vois, c'est vraiment juste son personnage qui est comme ça, quoi. Et je trouve ça marche bien, comme t'as dit, le montage il va dans le passé, même si c'est un peu bête, enfin pas bête, mais ça a aucun sens, tu vois, que ce qui influe dans le passé, ça influe à un certain moment, parce que tu sais, genre normalement, dès qu'il va dans le passé, normalement Loki, il est censé se souvenir de tout, mais là il se revient au fur et à mesure, comme s'il y avait un. Parce que pour moi, c'est parce qu'il l'influe justement sur le présent. Oui, mais je veux dire, du coup, comme c'est déjà passé, normalement il est censé, au moment où il est censé aller dans le passé, Ke-Huy Quan est censé se souvenir de tout, mais ça aurait cassé le rythme de la scène, tu vois, genre c'est pas grave, tu vois, mais genre ça a pas de sens en vrai qu'ils se souviennent au fur et à mesure, tu vois. Moi, je l'ai pas compris comme toi sur le coup. Non, mais c'est juste que quand il va dans le passé, techniquement, en fait, à partir du moment où il est passé, tout ce qu'il y a eu, il est déjà passé. Donc, le personnage Ke-Huy Quan, il se souvient dans le montage, tu sais, il se souvient en même temps que Loki lui montre les choses, tu vois. Mais en fait, tout s'est déjà passé, donc tout ça, il est censé se souvenir d'un coup, tu vois. Mais on s'en fout, tu vois. C'est pas important, tu vois. C'est juste, ça a pas de sens, mais c'est un truc de voyage dans le temps. Il y a pas à avoir de sens, et ça donne une scène drôle, donc on s'en fout un peu, tu vois. Ouais, mais je suis toujours pas d'accord avec toi. Sur le coup. Pour moi, ça a du sens. Okay. Parce que pour moi mais en fait mais c'est avec le temps, c'est toujours compliqué, mais parce que pour moi en fait c'est un passé qui n'existait pas, et que c'est à ce moment-là qu'il retourne dans le passé, et que là il se rappelle, tu vois, et qu'il l'influe en retournant dans le passé sur le présent. Oui, mais ce que je dis, c'est que il devrait se souvenir au moment, directement, dès qu'il va dans le passé, en fait. Pas, en fait, il y a une genre de progression de quand il va dans le passé, Loki. En fait, on a un montage où on voit en même temps Loki qui dit, en fait, t'auras besoin dans le futur, il y aura besoin de ça. Et là, on retourne à la scène, et Ke-Huy Quan fait, ah oui, c'est vrai, au fait, il a laissé ça. Et en fait, tous ces souvenirs qu'il a, il est censé les avoir directement au même moment. C'est pas censé être évolutif dans le passé, parce que tout s'est déjà passé. Donc, si tout s'est déjà passé, il serait censé se souvenir de tout au même moment. Je sais pas si c'est clair. Je suis pas d'accord. Mais je vois ce que tu veux dire, mais je suis pas d'accord. Si ça s'est déjà passé, c'est obligé qu'il se souvienne de tout. Ça peut pas être progressif dans sa manière de se rappeler, tu vois. Si, c'est progressif, parce qu'en fait, c'est Loki du présent enfin bref, c'est un bordel à expliquer, mais c'est un bordel, mais moi je suis pas d'accord avec toi. D'accord, c'est logique, mais c'est de toute façon la logique, il y a pas de logique, tu vois, on s'en fout, c'est du voyage dans le temps. Bon, voilà, ça marche bien dans la scène. Je trouve que la scène elle est assez drôle, du coup, même s'il y a des trucs que j'ai pas compris, genre il y a Ke-Huy Quan qui fait des explications, et je t'avoue que j'ai dû remettre en arrière parce que j'ai pas tout compris les explications, parce que évidemment je comprenais rien à ce qu'il disait, et au bout d'un moment il te dit de utiliser cette machine, et j'ai pas compris l'utilité de la machine, et je crois jusqu'à la fin de l'épisode je sais pas à quoi elle a servi la machine. Il lui dit, je sais pas si tu vois, il a une genre de machine qui lui dit l'extracteur là, mais il l'utilise jamais, ou c'est moi qui ai pas du tout compris comment ça l'utiliser. Mais si, il l'utilise pas dans le truc mais je crois pas, il téléporte après Loki. Enfin, tu sais, il va dans le passé, quoi. Et après, il y a... Oui, mais il lance, tu sais, les lagages, en gros, c'est la corde, là, qui balance dans le temps. Tu sais, Owen Wilson, le personnage de Mobius. Oui, mais la machine, il l'utilise pas du tout. Ben, je sais plus, j'ai un doute sur le Moi, j'ai compris que, en fait, la machine, il devait l'utiliser pour
s'extraire de quelque chose, mais en fait il utilise pas la machine qui lui montre, il utilise la machine au sous-sol là ou je sais pas où là, une énorme machine. En bref, c'était un peu confus, je trouve. Toutes ces explications là, je comprends pas du tout. Et là, j'imagine ceux qui n'ont pas vu l'épisode qui écoutent ce moment-là, ils vont se dire qu'est-ce qu'ils racontent les gars. Faut vraiment avoir vu l'épisode pour comprendre ce qu'on dit. Et voilà, après l'épisode, je trouve qu'il avance pas trop. Genre voilà, c'est pas si grave au final parce que je trouve que ça genre de se concentrer juste sur un état d'urgence et tout, mais après la série fait que 6 épisodes, donc il faudrait pas que tous les épisodes soient comme ça. Mais voilà, attention de quand même deuxième épisode de faire avancer l'intrigue parce que j'ai pas envie de faire du surplace pendant 6 épisodes. Bah après je sais pas si tu te souviens de la saison 1, mais c'était un peu comme ça, hein. Pendant les 3 premiers épisodes, il se passe pas grand chose hein. Ouais, mais dans les premiers épisodes, au moins tu découvres le TVA, tu vois. Tu découvres cet univers, tu découvres ce truc. Moi, j'ai plus eu de problème vers la mi-saison où t'as un épisode où Loki fait du surplace, développement de personnage. C'est cet épisode dans le train avec la Loki féminine, avec Sylvie. Et voilà quoi, c'était un peu, tu fais du surplace, il se passe pas grand-chose. Là, à voir, mais ça serait pardonnable si toute la série est pas comme ça. Mais après, voilà, dans l'épisode 2, faut qu'ils sortent de la TVA, faut qu'ils partent à la recherche de Sylvie, tu vois. Mais c'est ce que ça nous tease d'ailleurs à la fin. Je pense qu'ils vont aller dans cette direction-là, quoi. Après la fin, je la trouve pas folle. En fait, parce que c'est full CGI. Même si les CGI sont pas horribles, c'est un peu full CGI la fin, quoi. Mais à part ça, franchement, hyper bien rythmé. Je trouvais ça beau, moi. Tu trouvais ça beau? Bah ouais. D'accord. Écoute, le temps et tout là. Si, c'était joli. Bah tout le moment où genre Owen Wilson il essaie de revenir et derrière lui il y a des gros trucs de CGI derrière. Enfin moi c'est pas mon truc. Je trouve ça pas très beau. Mais après voilà je boude un peu. Je trouve que c'est un très bon premier épisode, très bien réalisé, très bien rythmé. Je me suis pas ennuyé et j'ai envie de voir la suite moi en tout cas. Non mais je pense qu'on est plutôt positif quand même sur. Oui non mais clairement. Là, le jour et la nuit avec Scandinavian. Oui non mais clairement. Ensuite, sur le coup, on va parler de Gen V. Don't answer that, it's fucking rhetorical. It's just a matter of time before they find out about everything else we're doing. If the woods is exposed, we all have a big, potentially fatal problem. It's lights out. You're fucked up. I'm fucked up. The one thing that is really apparent now is that we are all fucked up. It's lights out. Et ouais, Gen V, la suite, l'épisode 4 ou 5, là, je sais plus où on est. C'est l'épisode 4. 4. Ouais. C'est l'épisode 4. Donc c'est la mi-saison, hein, sur le coup. C'est ça, c'est la mi-saison, donc c'est un épisode assez spécial puisqu'on introduit un nouveau personnage qui va être très important pour tout cet épisode et que je crois pas qu'on va revoir d'ailleurs, qui est le personnage de Tech Knight, qui est un genre de détective qui a une série policière et qui a un pouvoir, c'est de détecter les états des personnes, donc les états de stress, de quand les gens mentent et tout ça. Et c'est aussi des épisodes avec des duos, puisque tous les personnages sont en duo dans cette série. Et qui commence à en parler? Vas-y, parce que t'es plus positif que moi. Effectivement, moi je suis plutôt conquis moi par Gen V, surtout cet épisode. Ils savent en parler, mais il y a un côté teenage assumé fou dans cet épisode. Et donc là on retrouve chaque duo. Donc on a le duo le plus intéressant, je pense, de la série, c'est Emma et Sam. Donc Emma c'est la fille qui se rapetissit et qui grandit aussi dans cet épisode. Et Sam du coup le frère du Golden Boy qui a des problèmes psychiatriques. Et donc là ils se retrouvent tous les deux et on va dire que Sam et Emma, ils vont s'entraider entre eux. Enfin, en plus, Emma va essayer d'aider Sam dans ses traumas. Et c'est les deux meilleurs persos. Ils sont assez touchants dans leur trauma et tout. Et là, on voit vraiment la personnalité de Sam, à quel point il est atteint psychologiquement. Il parle à la télé. Enfin, il a un petit côté comme un Black Noir dans les saisons de The Boys où il parlait à des petits personnages animés. Et là, il a un peu ce truc-là, ou en tout cas, il a un petit pétocasse que le Sam. Et là, Emma le rassure. Et je trouve que leur relation elle marche super bien. On sent qu'il y a une histoire d'amour qui est naissante potentiellement entre les deux. Et d'ailleurs, il y a des histoires d'amour de partout, puisqu'il y a aussi Marie et Jordan.
et qui sont Jordan qui est un super perso aussi, qui est un des meilleurs persos de la série. Et là ils avancent enfin dans leur relation. Et là, en fait, Jordan est amoureux de Marie. Bon, c'est un peu cliché, hein, pour le coup. Tu le vois un peu venir et c'est un peu cliché, mais je trouve que, en tout cas, ça va peut-être redonner un peu même cet épisode, je trouve qu'il redonne un peu d'intérêt au personnage de Marie, parce que le personnage de Marie, je trouve que, le premier épisode, il était cool, mais en plus c'est le personnage principal, mais j'arrivais pas à m'accrocher vraiment à elle dans les 2 derniers épisodes. Et là, je trouve que ça redonne un peu d'intérêt à son personnage, qu'en plus qui est un peu poussé dans ses retranchements, parce que vis-à-vis de ses mensonges et tout, parce qu'il y a le personnage de Tech Knight, en tout cas, qui révèle un peu ses mensonges et tout. Et on a un dernier duo qui est Kate et André, qui est peut-être le moins intéressant, parce qu'André il commence à me saouler avec ses histoires de daddy issues. Je trouve ça, pour l'instant en tout cas, ça m'enchante pas du tout. Je trouve que ça avance pas vraiment. Et le personnage de Kate, c'est celui qui est le plus mis en retrait. Je sais pas pourquoi. Je sais pas. J'ai l'impression que ce personnage a quelque chose à cacher. Tu sais, je sais pas. Ah, tu crois? Ouais, mais je sais pas, c'est celui qui développe pas du tout, quoi. Alors que pourtant c'était la petite amie de Golden Boy qui est mort dans le premier épisode, et là ils en font pas grand chose. Donc assez spécial, et même leur romance et tout, je la trouve un peu forcée là, qui se tape la meuf de son meilleur pote après qu'il soit mort et tout. Enfin, je sais pas. C'est ceux qui m'intéressent le moins en tout cas, et voilà. Et heureusement, par contre, dans cet épisode, parce que je l'aime bien, c'est qu'il y a le personnage de Tech Knight. Alors lui, il est génial. Alors franchement, ils font une parodie des émissions sur des enquêtes de crimes. Je sais pas comment ils s'appelaient, tu sais, les trucs français là. Comment ça s'appelait pas Faites entrer l'accusé, mais les trucs comme ça. Si, Faites entrer l'accusé. Si, il y avait ça. C'est ça, ouais. Faites entrer l'accusé, une genre de parodie de Faites entrer l'accusé avec Tech Knight, qui est un mec qui est complètement mégalo, quoi, et qui a un petit pet au casque. Et lui, il est super minable, quoi. Genre vraiment le vrai minable qui a son émission et tout, qui a des mimiques. Enfin, et après on révèle quand même qu'il a des penchants un peu bizarres, enfin un truc très The Boys, hein. ce qui est les penchants qu'il a, et ouais, je trouve super l'épisode. Je trouve qu'il est en plus on le voit que dans un épisode, donc ils vont pas en faire trop, je trouve. Et c'est cool, son personnage, je le trouve hyper drôle, et il arrive bien à relancer les enjeux au niveau des personnages. Voilà. Après, j'ai un petit problème avec la fin, c'est que les combats ils sont toujours pas fous. Les combats dans le premier épisode, j'ai trouvé pas fou, mais là le personnage de Jordan à la fin, il se bat et je ne comprends pas ses pouvoirs, parce que ok, il peut changer du coup de sexe, il a une genre de super force, résistance. Ouais, c'est ça. Et au bout d'un moment, il balance une genre de projection de force. Et je suis en mode, d'accord, il a ça aussi en plus. Donc, du coup, je me dis, mais le personnage, il a 50 000 pouvoirs, c'est pas très bien défini, mais voilà, quoi. Et les EFX, ils étaient pas foufou sur Emma quand elle devient grande. Les différentes échelles, ça se voyait un peu. Et je crois que j'ai assez parlé, donc je vais te laisser défoncer l'épisode. Toi qui n'aimes pas. Ouais, moi, les amourettes là que tu dis sympa, je les ai tous relous. Tous, genre aucune de bien. Non, j'accroche pas au personnage, je m'en fous de ce qui se passe pour eux. Je suis pas dedans, quoi, si tu veux, Même Emma et Sam. Ouais, bah oui, même Emma et Sam, ouais. Sur le coup, j'ai trouvé ça forcé. J'ai trouvé ça forcé de ouf. Moi, ça m'a pas plu du tout. Donc, ouais, moi, ça m'a pas parlé, hein. Je suis désolé. Oh, t'es dur. Oui, je suis, bah voilà. On est dur sur des trucs. Moi, je suis dur sur Jet Fay. Voilà. Tu te venges sur GNV, bah super. Exactement. Et ouais, non, je me suis un peu ennuyé, je t'avoue, et je trouve que les bits qui explosent, ça commence à bien faire sur le coup. J'en ai marre sur le coup. Même avec The Boys et tout, je trouve que ça devient du forcing. Ça devient trop, je trouve, et ça commence à me saouler, en fait. Le trash pour le trash, quoi. Bon, après, ça fait partie de l'univers de The Boys, quand même. C'est annoncé depuis le début, comme ça, tu vois. Genre, c'est pas comme si cet épisode, il se permettait spécialement trash vis-à-vis de toute la série, même de tout The Boys, tu vois, c'est comme ça, comme d'habitude, quoi. Ouais, mais dans The Boys, je trouve quand même qu'il y a des scènes trash qui marchaient mieux, là. Je trouve que c'est forcé. Je trouve que tout est forcé, en fait. C'est ça qui me dérange. C'est vraiment le truc pour faire The Boys, mais avec des teens, quoi. Et je sais pas, après le personnage Tech Knight est marrant. Ça, je suis d'accord avec toi. Il est marrant, enfin, comme les parodies et tout qu'ils font avec vous de plus et tout, c'est sympa, c'est rigolo. Bon, ça aussi, c'est très The Boys, hein. Ils font des parodies et tout, de machin.
Ouais. Mais ça t'a pas enchanté du tout. Bon. Non, ça m'a pas parlé du tout, et je t'avoue que je l'ai fait pour le podcast, parce que sinon je pense Ah que ouais, j'aurais putain, arrêté. carrément. Ouais, je pense là j'aurais arrêté. Ah, carrément, Ça putain. Donc cet épisode, c'est pire que les autres pour toi. Bah c'est pas que c'est pire en fait, c'est que ça fait 4 épisodes que pour moi c'est Osef en fait la série. Donc bon, voilà quoi. Oh là, il est dur. Ouais, non mais je suis peut-être un peu dur, mais bon. C'est juste une série qui me parle pas, c'est tout, ça arrive, hein, écoute. Bon, après, côté teenage, bon, de toute façon, tu l'avais dit avant que ça sorte, que ça te faisait peur, voilà, ils ont plongé dedans, mais pour le coup, la fin, elle t'intrigue pas, le dernier. J'ai rien compris. Ah, sur le coup, ça m'a, oui, bah, j'ai pas compris. Sur le coup, on est d'accord, ça m'a une fuck de fou. Oui. Je me suis dit, j'ai deux hypothèses, tu vois. Ah ouais? C'est que j'ai aucune hypothèse. Bah, en fait, je me suis dit, un moment dans l'épisode, ils vont voir un mec, enfin, Marie, du coup, le personnage principal, va voir un mec qui, tu sais, peut aller dans la tête des gens, là, tu sais. Ah oui, bah, le mec du GHB, là. Enfin, oui. Tu vois, et je me suis dit, mais est-ce qu'il l'a pas, c'est pas un rêve tout ce qu'elle a vécu ou je sais pas quoi, tu vois. Et il se retrouve juste dans sa chambre de tout à l'heure, tu vois. Mais je me suis dit, ça serait grossier de faire ça quand même. Ce serait grossier de dire, en fait, tout ce que t'as vu dans le dernier épisode, ça existe pas. J'aurais été là, mais non, là, ce serait trop. Ce serait pas logique, en plus. Mais mon hypothèse, ce serait que quand elle utilise trop ses pouvoirs, peut-être que ça la fait tomber dans les pommes ou ce genre de choses. En tout cas, son utilisation excessive de pouvoir doit l'affecter psychologiquement, du coup, je pense. Parce que, enfin, tu utilises ton sang au bout d'un moment. Au bout d'un moment, si t'en utilises trop, je pense que voilà, c'est peut-être pas fou, quoi. Ouais, il y a moyen. Hein. Donc, je sais pas du tout, mais oui, elles sont pas bêtes tes théories sur le coup. Ou si c'est un rêve, franchement, je trouve ça. Ouais. Là, j'aurais dit non, ça dégage. Quoi. Mais j'ai une question, Ista. Parce que tu dis que elle est difficile cette série pour toi. Est-ce qu'elle est plus difficile que la prochaine série qu'on va traiter? Ouais, non, la prochaine, elle a été compliquée, hein, sur le coup. Bon, on passe à la suivante. On va passer on reste sur Amazon Prime pour le coup, parce que c'est une série Amazon Prime et... Alors non, attention. Enfin, c'est une série sur Amazon Prime. Ce n'est pas une série Amazon. C'est une série Peacock. C'est une série Peacock qui est sur Amazon Prime en France. C'est ça. T'as bien fait de me corriger, et on va parler du dernier épisode de la série The Continental. This is more than vengeance. This is justice. Can you dig it? Let's take this house and everything that comes with it. And away we go. Alors, The Continental, le dernier épisode, donc on va vous faire un bilan sur la série, en même temps que parler de ce dernier épisode, qui dure 1h40. Mesdames et messieurs. Ista, qu'est-ce que tu penses de cet épisode? Qu'est-ce que tu penses de cette série au final? Pas grand-chose, parce qu'il n'y a pas grand-chose à penser. mais non, mais... Bah en fait, là aussi j'en ai rien à foutre, hein, des personnages, c'est ça le problème. Parce que par exemple, il y a un mort dans le final, et tout le monde est en mode non et tout. Et moi j'étais là, ok, il meurt. Ouais, c'est le personnage de Lem. J'avais oublié qui c'était. Ouais. Chaque épisode, j'oublie qui c'est. Ouais, c'est ça. Ouais, juste quoi, il crie Lem et tout. Je fais, oui, c'est Lem, c'est lui. Ok, d'accord. C'est compliqué comme ça. Après, j'ai juste trouvé qu'il y avait un combat sympa entre les deux meufs à la fin. Ouais. Que j'ai trouvé pas trop mal, parce que comme l'autre meuf, elle est contorsionniste et tout, ça donne des chorégraphies un peu chelou, un peu sympa. Donc, je sauverais ce combat-là du final sur le coup. Mais sinon, qu'est-ce que c'était long, toute cette série là. Qu'est-ce que c'était long, chaque épisode. Hein. Et le dernier, un enfer. Hein. Ouais. Tu penses que c'est le pire? Je pense que le pire, c'est le 2. Parce que le 2, il y avait vraiment rien, quoi. Le 2, on se faisait chier. Mais là, cet épisode, moi aussi, là, je l'ai fini tout à l'heure, hein, pour te dire, parce que j'y arrivais pas, j'ai avancé, quoi. Je m'étais fait à manger entre temps, après je suis revenu sur la série parce que c'était très long, quoi. Surtout le début de l'épisode, parce que... Ouais, les 30 premières minutes, je dirais. C'est ça, moi, je me suis dit, ils vont attaquer direct l'hôtel. Non! Il y a toujours un petit truc avant qu'ils attaquent l'hôtel, il y a toujours des trucs, Vas-y, je te laisse terminer, mais putain, ça a paru interminable. En vrai, le vieux m'a fait rigoler. Le vieux sniper, là, quand il va chez la meuf, là, qui est en face de l'hôtel. Ouais. Ça m'a fait un peu rigoler, quand il parle de ses fleurs et tout, c'était un peu sympa, c'était un peu marrant. Mais ouais, non, sinon, c'était compliqué quand même, comme série.
tout du long, et tout ça pour ça, j'ai envie de dire, pour la fin qu'on savait déjà. Et puis des persos qui servent pas à grand chose, je trouve. Le perso de la grande table, on l'a pratiquement pas vu, elle a servi à rien, quoi. Ouais, alors que la série, elle te promettait d'explorer le lore de John Wick, tu sais, d'explorer peut-être ce côté de la grande table et tout comme ça, mais rien du tout, quoi. Et je pensais aussi au personnage de celle qui disait dans l'épisode 2 que c'est une fantôme, machin, et juste ils ont une presse là qu'ils ont mis sous un coffre, c'est tout ce elle a servi juste à ça, la meuf, je crois. Enfin, elle a servi à rien, quoi. Je sais même pas de qui tu parles. Je sais même plus de qui tu parles. Si, il va voir, tu sais, dans l'épisode 2, il va voir un... Ah, oui, meuf, oui, ok, la reine des sans-abri, là. Ouais. Ah oui, mais ça c'était sûr que ça servait à rien. Elle a servi vite fait, je crois que au moment où, soi-disant, il y a un retournement de situation, ils font, il y a ils ont des infiltrés, tu sais, dans l'hôtel et tout, mais c'est tout, quoi, ça sert à rien. Moi, après, faut dire quand même qu'il y a des trucs qui sont pas dégueux parce que, en fait, tout n'est pas nul, en fait, en Continental. C'est juste que je pense que la série, elle est osef, elle sert à rien. C'est juste ça, et du coup, t'as pas d'intérêt, elle est pas nulle, tu vois, genre, il y a des beaux plans, il y a des séquences qui sont pas mal. Moi, j'aime beaucoup le combat, ouais, t'as raison, de la contorsionniste, même il y a des séquences sympathiques avec, tu sais, les caméras de vidéosurveillance qui sont sympas, tu vois. T'as des petites séquences comme ça, mais après, ça fait un peu John Wick du pauvre, mais au moins il y a ces séquences-là. Après, il y a une séquence qui m'a fait mourir de rire. Tu sais, il y a une genre de red light, là, tu sais, qui est activée dans l'hôtel, et t'as tous les assassins qui se préparent. Ah oui. Et elle m'a fait mourir de rire, cette séquence, je sais pas pourquoi, mais tu sais, ils avaient tous un look spécial, là. Ils sortaient tous de je sais pas où, là. T'aurais pas du tout l'air des assassins ou quoi. Ils se préparent tous et tout, et ils sortaient, ça m'a fait rire. Mel Gibson, il me fait mourir de rire parce qu'il est en surge total. En roue libre. Il est en roue libre, mais c'est un truc de fou, quoi. Mais c'est fun, tu vois. Au moins, c'est fun. Tu sais, c'est tout le fun que j'aurais aimé le voir dans la série. Au pire, tu vois, là, tu fais des personnages, tu vois, un peu en couleur, un peu, tu vois, genre, moi, les twins, ça aurait pu être fun, mais ils ont rendu ça chiant, quoi. Et tout le truc des twins assassins, là, des jumeaux, ils sont ultra caricaturaux chiants, quoi. T'aurais pas pu faire des trucs un peu marrants avec eux, trucs comme ça, voilà, non, ils sont... Ils parlent pas, en plus, de toute façon. Donc. Ouais, en plus, ils parlent pas, l'autre, il y a une coupe ridicule, donc ça, c'était peut-être un peu drôle, mais voilà, et ils utilisent aussi bien l'environnement de l'hôtel, au moins. Dans cet épisode, genre, j'aime bien qu'ils utilisent les tubes pour les à chaque endroit, ils mettent des grenades, ils mettent des trucs, enfin, c'est sympathique, tu vois, voilà. Il y a des idées, hein. Même il y a des idées de mise en scène, il y a une volonté de styliser, tu le sens, parce que ça vient de John Wick, quoi. Même si je trouve que des fois, je sais qu'à un moment, il y a un combat, et que la caméra descend, et tu vois du vert, et j'ai pas compris pourquoi on montrait du vert sur le coup, mais bon. Ça, des fois, j'ai l'impression que ça fait de la stylisation, enfin. Ça veut styliser. Ouais, ça veut styliser pour pas grand chose, j'ai l'impression. Oui, bah après, je pense qu'ils essayent des trucs, ils essayent de faire à la John Wick, mais voilà, c'est pas, c'est un peu John Wick du pauvre. Mais le pire, c'est pas l'esthétique. Pour moi, déjà, c'est que c'est putain de long, quoi. Putain, les gars, 1h40 pour raconter ça. Et tu fais le bilan de la série, on est à 4h30 de série, et pour raconter ça, tu te dis, mais c'est pas possible, quoi. Et d'ailleurs, petit aparté, parce que je sais pas si je l'avais dit avant, la musique, elle est nulle. Je sais qu'il y a des gens qui aiment bien la musique de cette série. Elle est nulle, la musique de cette série. Elle ne colle, non, mais genre, ils prennent des musiques que tout le monde aime bien, hein, mais voilà. Mais elle colle pas du tout à l'action, je trouve, et l'ambiance de la série à chaque fois. Genre, c'est juste pour faire cool, mais ça marche pas du tout, je trouve. Genre, il y a un moment où Mel Gibson, il marche, il essaie de faire une musique badass et tout, et je trouve que ça marche absolument pas, quoi. C'est caricatural et voilà, quoi. Et il y a encore des persos, je ne comprends pas ce qu'ils font dans cette série. Il y a la sœur du mec qui gère le dojo. C'est à elle que je pensais quand tu dis ça. Et elle a tout un truc avec un mafieux asiatique et tout. Ouais. Mais pourquoi faire? Vous me mettez ça, on s'en fout. Genre, ça n'a aucun rapport avec le Continental et tout. Ils ont rajouté un méchant, rajouté une intrigue là-dessus pour te dire que, en fait, son père, c'était, en fait, un assassin et elle est pas, et que son frère, il lui a caché et que, oh mon Dieu, mais on s'en fout. Franchement, je vous le dis, on s'en fout. Et on comprend enfin dans cet épisode pourquoi la flic a fait autant d'efforts pour retrouver, du coup, Winston, quoi. Tout ça parce que, toute une bête histoire de vengeance et tout. Et avec un personnage mais on ne reverra jamais. Son personnage, il prend de l'importance à la toute fin de la série, au moment où on s'en fout. Enfin, au moment on la verra plus, quoi. Donc c'est complètement con. Enfin, Lem, t'as raison, il meurt, on s'en fout. Et je suis d'accord avec toi, le seul qui s'en sort, c'est le sniper. Parce qu'en fait, je le trouve cool, en fait, son personnage, tu vois, il
il est sympathique, il est un peu drôle, il est un peu décalé, voilà quoi. C'est là où ça marche, mais encore c'est un personnage hyper tertiaire quoi. Donc voilà, au bilan cette série ne sert à rien, développe absolument rien d'intéressant parce qu'en fait elle ne développe que l'ascension de Ian McShane, de Winston, mais on le sait déjà. On sait déjà ce qui s'est passé, mais en gros, enfin cette série, bilan, elle sert à rien quoi, elle sert à rien. Il développe tout un truc sur Winston alors qu'on connaît déjà les enjeux, le développer tout le truc autour de la grande table qui est assez mystérieux dans les films. Il y a trop de personnages, il y a trop d'intrigues, c'est trop lent et surtout je n'arrive à aucun moment à rattacher ça à John Wick. Si la série il y avait pas écrit The Continental et qu'il y avait pas le personnage de Winston Scott, je n'aurais pas su que c'était dans l'univers de John Wick. Genre ça n'a rien à voir. Mais rien, genre sur tous les aspects. Donc bon, pourquoi faire une série comme ça, je sais pas pourquoi. C'est ce que je disais déjà dès le premier épisode que j'avais du mal aussi à relier ça à John Wick. C'est toujours le cas, même à la fin de la série. Enfin, je comprends toujours pas pourquoi ils ont fait ça. Après, je crois que le réalisateur des films John, enfin je sais plus si c'est scénariste ou réalisateur, il en parlait pas trop de la série parce qu'il était pas, il était pas trop impliqué dessus. Donc voilà quoi. Ouais. Je pense qu'ils ont fait ça pour la moula quoi, mais je suis même pas sûr. 3 épisodes, enfin c'est bizarre. Bah je sais pas. C'est très étrange cette série. Plus sur Peacock quoi. Enfin, c'est pas la plateforme la plus regardée je pense. Hein. Ouais, c'est un mystère et je suis content qu'on arrive à la fin et qu'on arrête de parler de ce truc parce que ouais. Et heureusement que c'était que 3 épisodes et bon le calvaire Geneviève va durer pour Ista mais moi ça va. Pour l'instant j'ai pas de truc horrible à regarder. C'est pas que c'est horrible pour moi Geneviève, c'est juste que c'est Joseph mais bon. Oui, mais enfin comme cette série quoi, comme The Continental. Bah après ça dure moins longtemps, moi Geneviève. Ouais, non, 1h40 voilà quoi. T'en as marre à la fin, t'en peux plus. Je regarde un truc, j'en ai rien à foutre des personnages et ça fait 1h40 que je suis dedans. Enfin voilà quoi. L'enfer. Ouais. L'enfer. Est-ce qu'on passerait pas sur une série qui nous passionne un peu plus? Ouais. On va parler de Ahsoka. Everyone in the Order knew Anakin Skywalker. Few would live to see what he became. By the end of the Clone Wars, I walked away from him and the Jedi. In this war, you will face more than just droids. As your master, it's my responsibility to prepare you. I won't always be there to look out for you. I could use the help. Once a rebel, always a rebel. Don't be afraid. And trust your instincts. I know you can do this, Ahsoka. Donc on a eu droit cette semaine au final de Ahsoka. Donc la série est terminée. On a eu les 8 épisodes. On va pouvoir faire un bilan de cette série Star Wars. Ouais. Surtout qu'on n'est pas très d'accord, toi et moi, je crois. Bah, en vrai, je sais pas trop. Mais bah écoute, t'en as pensé quoi toi de ce final? Un peu déçu de ce final parce que moi Ahsoka ça avait mal démarré en tout cas et la série avait su me prendre avec au bout d'un moment avec ses personnages et tout et le final il retombe complètement quoi cet épisode là. Pas de Baylan, pas de Shin. Qui sont pour moi les antagonistes principaux de cette saison et j'ai un gros problème c'est qu'ils m'ont mis un combat contre la sœur comment elle s'appelle déjà Morgan et moi je trouve que cette personnage est mais à des années-lumière de Baylan et Shin par exemple en termes de qu'elle est pas très intéressante en fait ce personnage donc il y a un final sur elle alors que tous les combats qu'on a eu avant, c'était Baylan et Shin, quoi, qui se combattaient contre Ahsoka. Donc moi, je me suis dit, il va y avoir une finale contre eux, mais pas du tout. Ça, c'est assez déceptif, je trouve. Et bien que la scène de combat de Ahsoka contre Morgan, c'est une des meilleures que j'ai vues dans une série, parce qu'elle est vraiment hyper bien faite, hyper stylée. Là, pour le coup, ça m'a pas mal surpris. Mais alors, tout l'épisode, ça a été hyper déceptif. Déjà, il y a le moment où ils vont attaquer le vaisseau. Il y a une genre de pluie de feu de Throne qui les balance. Bon, déjà, c'est impossible à survivre. Je sais pas comment ils ont survécu ça, mais bon, on est dans Star Wars. Voilà, c'est des trucs complètement, ça n'a aucun sens, mais bon voilà. Et c'est la première fois parce que je trouve que les FX là, c'était pas trop au level. Tu vois, là pour le coup, j'ai vu.
Ah ouais, il y a des moments dans l'inertie, dans les mouvements, que je vois que c'est fait par ordi, alors que, après, c'est pas horrible, mais j'ai toujours dit que Star Wars, en termes de FX, c'était quasiment impeccable à chaque fois, et là, pour le coup, je l'ai vu un peu, tu vois. Et ça m'a un peu, c'est un peu dommage, là, en plus, ils en ont fait trop sur cette séquence, enfin bref. Et donc, du coup, après, on a les Stormtroopers, là, qui sont, alors là, c'est vraiment des vrais Stormtroopers, parce qu'ils sont toujours un peu débiles. Là, ils visent toujours à côté. Ça, là, ils sont parfaitement dedans. Et là, on a des Stormtroopers zombies. Alors là, quand j'ai vu ça, j'ai pété mon crâne, parce que moi, j'ai jamais vu ça, j'étais en mode, oh, alors là, trop bien. Mais je crois que c'est un truc de Rebels ou de Clone Wars. Non, ça vient des bouquins. Il y a un bouquin qui s'appelle. Ça vient des bouquins. Bon, très bien. Et je me suis dit, c'est plutôt une bonne idée de mettre de la magie dans Star Wars, parce que oui, la Force, c'est de la magie, mais de la magie, pour les personnages, parce que bon, Ahsoka, elle utilise la force, c'est de la magie pour personne, parce que tout le monde est en mode, ouais, c'est de la force, hein, c'est évident. Alors que là, il y a des zombies qui arrivent dans la vie, et je me suis dit, ça peut être super, ils vont faire un genre d'épisode un peu horrifique, et en fait, ça dure même pas 1 minute, et après, bah, ça redevient des Stormtroopers un peu cons. En fait, c'est énorme parce qu'ils ont la même intelligence en tant que zombies que, en tant que Stormtroopers normal, les Stormtroopers. Donc c'est assez drôle. Mais ça, j'ai trouvé ça assez déceptif. Il n'y a pas eu le côté horrifique qui m'ont teasé, que j'aurais voulu voir à ce moment-là, quoi. Comme je l'ai dit, le combat avec Morgan, bah, je m'en fous de Morgan, donc c'est assez déceptif. Et là, bah, le final s'ouvre que sur des ouvertures, en fait. Il y a Baylan, alors ça finit sur un teasing de la mort, là, pour ceux qui ont vu Clone Wars, pour vu l'épisode de Clone Wars sur le frère et sœur de la Force, je sais plus comment il s'appelle, mais bref, il y a tout un truc, je pense qu'Issa t'en parlera mieux que moi, mais il y a tout un truc sur ça, donc il y a pas de Baylan, Shin, elle est absente, on apprend à la fin qu'elle est leaduse des mercenaires qu'il y a sur l'île, quoi. Thrawn se barre et pas de confrontation avec Thrawn, il nous fait un petit speech à la fin en mode, haha, je vous ai bien niqué, et il se barre. Oh là là, et alors là, Ezra. Alors là, j'ai pas compris pourquoi il était allé sur le vaisseau. J'ai pas compris. Il faut tout un truc il doit aller sur le vaisseau pour être Thrawn. Il va sur le vaisseau et au final, il se barre du vaisseau pour aller revoir Hera. Mais pourquoi? Pourquoi? Enfin, après peut-être qu'il va apporter la preuve du coup que Thrawn existe, bah, tu vois, pour le coup, et c'est peut-être ça. Mais encore une fois, ils l'ont pas montré, donc ils te coupent le truc comme ça en mode il va sur le vaisseau et bah puis il s'est barré du vaisseau. Moi je me suis dit putain, Ezra il va avoir une confrontation avec Thrawn, pas du tout. Ah, bon, moi j'ai jamais pensé ça. Hein. Hera ne sert à rien dans cette série. n'a servi strictement à rien dans cette série. C'est abusé, je trouve. Et je ferai le bilan de toute la série après, mais là j'ai pas mal défoncé cet épisode parce que plus de déception que de qualité, je tiens à le dire. Mais je trouve que c'est pas au level de ce qu'on a eu les 4 derniers épisodes. Assiste. Bah en vrai t'as la vie générale sur le final. J'ai vu qu'il y avait des pourcentages Rotten Tomatoes, il est à 80% je crois le dernier, donc il est un peu plus bas que les autres. Mais après, moi, je m'attendais pas, parce qu'en fait, on a dû le match retour contre Baylan à l'épisode précédent. Donc, je m'attendais pas à encore un combat Baylan, tu vois. Et, enfin, pour moi, là, le méchant, c'est Thrawn. Et en fait, Morgan n'est qu'un pion, sur le coup, des pions de Thrawn, quoi, sur le coup. Et comme Morgan, c'est un personnage qui est au niveau d'Ahsoka, parce que la première fois qu'on a, introduit Ahsoka dans le Mandoverse, c'était dans un épisode avec Morgan, sur le coup. Donc, en fait, ça m'a pas choqué. Enfin, j'ai trouvé ça même plutôt logique, en fait, moi, sur le coup. L'arc de Sabine, il se finit sur le coup, sur l'histoire de la Force, tout ça, où depuis le début on sait pas trop si elle a la Force ou pas, ben là on sait, maintenant elle a la Force. Moi j'ai pas boudé mon plaisir, sur le coup je dirais. C'était chouette, ce Stormtrooper zombie, je les aime bien. Moi quand il est contre Sabine et qu'il se fait péter le casque et que tu vois la mâchoire dégueulasse et tout, je trouve ça stylé. Sur le coup je trouve ça chouette. Après, je suis d'accord que Baylan et Shin, c'est quand même un peu dommage de pas les voir autant. Et s'il y a clairement un côté teasing avec ces deux personnages-là, donc je sais pas comment vont faire pour Baylan, à part un recast, je vois pas qu'est-ce que tu peux faire d'autre. Parce que oui, clairement, parce que pour moi, Baylan, il est appelé par la Force pour aller trouver un truc sur cette galaxie, quoi. Et Shin, elle va se faire une armée pour moi. Donc c'est ça qui va se passer, je pense. Ouais, bah après, là, c'est les dynamiques que ça aurait, enfin, je pense que Shin, je sais pas s'il aurait eu de la rancœur envers son maître ou je sais pas quoi, mais je sais pas ce que Baylan aurait trouvé, mais Shin, son personnage, il aurait pu, il aurait pris son indépendance. Je pense qu'on les aurait revus plus tard, mais là, ça me semble un peu compromis, par le décès de l'acteur Ray Stevenson. Malheureusement. Ouais. Mais la Chine a pris son indépendance depuis le dernier épisode où il a dit on n'a pas les mêmes chemins. Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'elle vient de prendre son indépendance et on aurait vu une Chine indépendante peut-être retrouver son ancien maître et je sais pas comment ça aurait fini, tu vois. Mais... Ouais. Après l'épisode, c'est une grosse course-poursuite contre Thrawn. Faut faire en sorte que Thrawn ne se barre pas, quoi. Bon après il y a des rêves que toi t'as pas, genre il y a
À un moment, il parle de Kanan, qui est un des persos de Rebels, dans la team de Rebels, qui est le maître de Ezra. Ouais. Et, en fait, le sabre qu'il fait, il refait le même sabre que Kanan, tu vois. Et je crois qu'il y a même la musique, où il y a eu le thème de Kanan et tout. Ouais. Enfin, je sais pas, moi l'épisode, j'ai passé un bon moment, je trouvais ça cool, quoi. Mais tu trouves pas un peu déceptif, un peu en dessous, vis-à-vis des 4 derniers qu'on a eu quand même? Non. Après, j'aurais voulu que ça dure plus longtemps, si tu veux. On se rend les coups. Après, je suis d'accord qu'il y a un côté où c'est du teasing, il y a beaucoup de teasing à la fin, sur le coup. Enfin, clairement, tu peux pas finir, j'étais en mode, c'est sérieux, vous finissez comme ça. Mais je suis quand même d'un côté content qu'ils finissent pas sur, genre, ils battent Throne, tu vois. Parce que j'avais pas envie qu'ils battent Throne. Parce que Throne, pour moi, c'est une menace compliquée. Enfin, c'est pas, et pour moi, Throne, c'est un mec qui est un peu intouchable, quoi. Enfin, je le vois comme un stratège, il fait toujours tout en envoyant ses troupes, ses vaisseaux et tout, pas comme un méchant. C'est pas Dark Vador, quoi. C'est pas un méchant qui va au contact, c'est pas un méchant qui va au... Donc pour moi, ça me dérange pas, en fait, qui se barre, qui lui parle par un truc, parce que pour moi, c'est le mec qui a toujours des coups d'avance et qui arrive toujours à tout, à ses fins, et enfin, c'est comme ça que je vois le personnage, quoi. Donc sur le coup, ça m'a pas dérangé. Ouais. Après, je considère pas que c'est le meilleur épisode de la série, si tu veux. Moi, je pense que c'est l'épisode 5, le meilleur de la série. Même, je trouvais qu'il était beaucoup plus beau que les autres et tout, le 5. J'ai l'impression qu'ils avaient bouffé le budget sur le 5, mais... Ok, écoute, moi je suis le aigri, du coup, de cet épisode. Toi, t'as fait Gen V, moi, c'est sur Ahsoka, voilà. Palo Santo. C'est ça. Voilà. Non, moi, c'est toute la série, c'était un plaisir. Ouais, moi, je suis mitigé plus, dans le sens où... déjà, j'étais pas du tout partant pour la série parce que j'avais pas d'attache avec Ahsoka, mais la série elle a quand même réussi à susciter mon intérêt alors que c'était pas gagné. Genre les 3 premiers épisodes, les personnages me parlaient pas, et vraiment à partir de l'épisode 4 ça a commencé, et je trouve que ça a eu un bel envol, mais il y a un problème principal, c'est que la série elle commence pas en fait. En fait, elle se termine sans avoir vraiment commencé. C'est beaucoup de teasing, c'est ça le problème de la série, quoi. C'est que ça prend pas vraiment son envol, quoi. Donc le méchant principal on l'introduit très tard. Hera, elle sert à rien. Oui, je l'ai dit nombre de fois, mais parce que je trouve ça fou de mettre un personnage comme ça. En plus, elle a un fils et tout, quoi. Et mes choppers, je sais pas quoi là, mais pour qu'elle sert à rien. Enfin, il y a plein de trucs comme ça où ça prend du temps à décoller. Et comment il s'appelle, Ezra. Ezra, il arrive très très tard. Moi, j'aime beaucoup son introduction. Je trouve très attachant, mais je m'aimais à la fin de la série. Et je trouve que pour un mec qui a pas vu surtout Rebels, je le connais pas tant que ça, quoi. Ezra, je trouve que ça va trop vite, quoi. Donc voilà, ouais. Je suis assez déçu du final parce que franchement, ils auraient fini avec Bélan et Shin avec ils auraient pu finir avec un truc de fou. Et là, je suis un peu déçu. Mais après, voilà, c'est quand même la deuxième meilleure série Star Wars. Je pense qu'on a eu largement, quoi. Après Mandalorian, qui est quand même peut-être la plus qualitative des séries Star Wars, pas déconner. Mais voilà, c'est milieu au-dessus d'Obi-Wan, Boba Fett, enfin voilà, quoi, sans problème. Ça oui. Bon après, il y a Andorre. Je n'ai pas vu Andorre, c'est pour ça que je n'ai pas dit Andorre, mais toi, je sais qu'Andorre, c'est la meilleure série de tous les temps de l'univers, donc... Non, l'univers Star Wars, c'est pas de l'univers. C'est ma série préférée de tout l'univers. Et ouais. En vrai, je suis quand même, je suis un peu d'accord avec toi sur le fait que, oui, c'est beaucoup de teasing et que c'est que ça avance pas beaucoup. Enfin, mais c'est leur format, là, les 8, les 6 épisodes, je sais pas, j'ai l'impression toujours que y a pas assez, tu vois, à manger. Ouais, mais c'est ça le truc, c'est que je sais plus, c'est Écran Large qui avait fait une vidéo sur ça, je crois. J'avais vu un peu où il parlait que c'est une genre de formule qui arrive déjà, c'est toujours les mêmes formules. Les 2 premiers épisodes, c'est que de l'exposition, enfin, 2-3 premiers, c'est que de l'exposition. La série a fait beaucoup de teasing, c'est des trucs comme ça. C'était assez intéressant de voir ce qui couche pas que Star Wars, hein, qui couche aussi Marvel et d'autres séries. Ouais, bien sûr. Bon après, sauf que c'est les seules séries blockbusters auxquelles je pense. Hors HBO évidemment, parce que c'est des côtes. Bon, après il y a des Netflix, c'est genre Things, des trucs comme ça. Ouais, mais ça c'est nul pour d'autres raisons, tu vois. C'est pas, c'est nul. Stranger Things n'est pas nul. Hein. Parce que là, j'aime bien Stranger Things aussi, mais le problème des séries mauvaises Netflix, c'est pas, pour moi, c'est pas ça, tu vois. Enfin, quoique, il y en a qui font pas mal de surplace, tu vois. Mais là, c'est plus les séries Disney+, je dirais. C'est les séries à franchise, tu sais, qui vont te teaser d'autres trucs à chaque fois, et même, il parlait d'Andorre, vis-à-vis de l'exposition, qu'apparemment les 3 premiers épisodes d'Andorre, c'est quand même exposition, et il se passe pas grand chose, tu vois. Et que après, la série prend vraiment son envol et est super, mais qu'au début, c'est quand même assez, ça fait pas mal de surplace, tu vois. J'ai pas vu Andorre.
Après, Andor est construit différemment parce qu'elle est construite en 3 épisodes par arc. C'est 3 épisodes d'un arc à chaque fois. Sur 12 épisodes, je crois. Mais là où je voulais en venir, c'est qu'il y avait quand même une certaine époque où il y avait des séries qui faisaient pas plus de 10 épisodes. Enfin, moi, je pense. Tu parlais de Breaking Bad. Breaking Bad, le première saison, c'est 8 épisodes, je crois, même pas. C'est 7. C'est 7 épisodes. Mais le nombre de trucs qui se passent en 7 épisodes, tu pourrais terminer la série sur ces 7 épisodes que tu te dirais, ok, il y a un truc complet avec Walter White, quoi, sur cet épisode, quoi. Et là, enfin, là, bon, ça se fait pas de comparer Breaking Bad à Ahsoka, c'est pas du tout dans le même truc, tu vois, mais en termes de personnages, développement, enfin, c'est à des années-lumière, tu vois. Genre, et il y a plein de séries comme ça, quoi, qui ont ce problème-là, et Game of Thrones, c'est la même chose. Bon, après, Game of Thrones, le truc, c'est qu'ils ont 50 000 personnages. Ouais. Ils ont 50 000 personnages à introduire, mais il y a une intrigue du début à la fin, quoi. Il y a toute cette histoire, House of Dragon, c'est cette histoire, on te présente cette famille, comment cette famille va se déchirer, et à la fin, voilà, ça explose de plus en plus, jusqu'à que ça explose vraiment. Et en même temps, il y a du teasing pour la suite, parce que, il reste encore plein de trucs à voir, mais en même temps, c'est 8 épisodes qu'on a eu de House of Dragon. Il se passait quelque chose. Il y a une vraie évolution. Il y a des personnages qui meurent. Il y a des personnages qui se disent, enfin, vraiment, il y a vraiment une vraie évolution, quoi. Donc c'est un peu ça, là, je suis en train de taper sur Ahsoka, alors que là, alors que c'est pas la seule série à faire ça. Non, mais tu parles plutôt des séries Disney. Moi, c'est surtout Disney+, c'est le format 6 et 8 épisodes. Enfin, le format 6 épisodes Marvel, c'est toujours la même chose. À chaque fois, comme tu dis, le premier épisode, c'est l'exposition. Et genre, le 4e, il va se passer un gros machin. À chaque fois. À chaque fois, le 4e. Il disait, c'est l'épisode 5. Je me souviens écran là, je crois, ouais, t'as peut-être raison. En tout cas, c'était l'épisode 5, c'est l'épisode, non, c'était de l'épisode 4 et un gros cliffhanger. C'était que l'épisode 5, ce serait l'épisode remise en question, tu sais. Oui. Et ça, c'est vraiment ça, quoi, tu vois. Et là, pour le coup, il y a un peu de ça aussi, quoi. Enfin, bref. Je vais pas taper ça plus sur Ahsoka que ça, mais j'ai pas boudé mon plaisir. Je pense que je regarderai la saison 2. Il y a des problèmes, voilà. Mais Ahsoka, Master Race, je sais pas. Je sais pas quoi dire. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Je n'avais pas de conclusion. Non, hâte de voir la suite, sur le coup, et de retrouver ces personnages, et j'ai envie d'en voir plus. J'aurais bien aimé que la série fasse comme Andor 12 épisodes, quoi. Ouais. Parce que là, on aurait eu plus à bouffer, et je pense qu'on serait plus rassasiés, on se dirait, voilà, c'était cool, et le format 8, j'ai toujours l'impression ou 6, j'ai toujours l'impression qu'ils doivent rusher vers la fin. Et c'est vrai que le final fait un peu, genre, rusher. Enfin, en fait, on n'a pas clos grand chose, quoi. Sur le coup, je crois que c'est ça, surtout le problème. Oui. Et que c'est beaucoup des ouvertures plutôt que des fermetures, quoi. Ouais, il y a aucun personnage qui a une trajectoire qui s'est fermée vraiment, quoi. Parce que même Sabine, entre guillemets, oui, elle a la force, mais son voyage, il est loin d'être terminé, tu vois, il est loin enfin, bref. On va arrêter de parler d'Ahsoka parce qu'on est en train de se répéter, je pense. Et si on passait à une petite chronique box-office. Alors, on a The Exorcist Believer, qui est sorti aux États-Unis la semaine dernière, il me semble, et qui a explosé le box-office, 27,2 millions en opening weekend, sur un budget de 30 millions. Et à l'international, il a rapporté 17,9 millions, donc 18 millions pour son ouverture, en 5 jours. Donc, ce qui n'est pas fou, mais qui est pas mal. De toute façon, le film va rembourser son budget qui est de 30 millions. Mais le Universal a dépensé en tout 400 millions de dollars pour les droits de la franchise. Et je crois qu'ils ont... Après, ils ont... Attends, c'est pas un problème, parce que c'est 400 millions de dollars pour 3 films, pour le coup. Ah, ok, d'accord. Il me semble. Donc, c'est pas 400 millions juste pour la franchise du tout. Ah, c'est 400 millions pour 3. En tout cas, je sais pas s'ils ont tous les droits, mais ils ont prévu de faire 3 films. Donc, tu sais, Disney, ils avaient acheté Star Wars pour je sais pas combien, mais ça s'est remboursé en faisant 3-4 films, tu vois. Là, je pense qu'ils comptent se rembourser à la fin. Là, je pense que ça va se rembourser au niveau des 3 films. Je pense que le film, au final, il va faire des centaines de millions et des centaines de millions. Sur 3 films, je pense que les 400 millions, ils seront remboursés. Donc, en plus, on sait comment ça marche, les films d'horreur. Il y a Halloween qui arrive. Ouais, je pense que ça va, les 400 millions. Là, en tout, ils ont 430 millions, et du coup, ça va rembourser. En 2-3 films, ça va se le faire. Parce que les autres films, ils coûteront pas si cher que ça aussi. Ils coûteront dans le même niveau. Je pense qu'en tout, ils auront dépensé à peu près 500 millions de dollars dans tout. Je pense que les 3 peuvent faire plus de 500 millions. Ah, quand même. Ah oui, tu veux. Les 3 combinés, oui, je pense qu'ils vont faire plus de 500 millions, tu vois. Après, tu me diras, la nonne fait pratiquement elle est pas loin des 300 millions, je crois. Enfin, ouais, c'est ça. C'est un truc. Okay, bon. Après, le film se fait défoncer. Oui, il a des très mauvaises critiques. Hein. Mais bon, la nonne 2 aussi. Hein. Mais bon. Oui, c'est vrai que j'ai dit ça comme si ça allait influer quelque chose, mais en fait, tous les films d'horreur, qu'ils soient bons ou pas, ils cartonnent.
Et puis comme tu dis, ouais, là il y a Halloween, les gens vont se dire, ah, on va voir un film d'horreur, ce sera, voilà, l'exercice peut cartonner grâce à ça. C'est ça. Et après, il y a des pays où il est pas sorti, comme chez nous, donc qui sort là, c'est la semaine la semaine prochaine, donc. Bah il sort ce mercredi, demain. C'est ça, il sort demain. Oui, il sort demain pour tout le monde. Et on a le numéro 2 du box-office, qui est un film que toi tu attends, n'est-ce pas, Istin? Ah oui, parce que c'est un film de super-héros, donc j'adore. Quel enfer. Paw Patrol The Mighty Movie. Ou en français, attends, le nom de français c'est La Patte Patrouille, La Super Patrouille, le film. Voilà, c'est ça le nom. Très bien. C'est long. Hein. Donc ouais, le film il a fait 11,8 millions ce week-end. Donc c'est un drop de 48,4%. Donc ça lui donne un total de 38,9 millions avec un budget de 30 millions. On estime donc sa fin de course entre 65 et 70 millions aux États-Unis. Et donc c'était son second week-end sur le coup. Ouais. Et bah écoute, je savais pas, ça m'étonne toujours là, comme la semaine dernière, que ce truc cartonne, alors que je n'ai jamais vu un épisode. Mais écoute. Ouais. Non, ça fonctionne très bien. Mais ça sera rentable, hein, ça c'est clair et net. Ouais. Et ce qui est fou, c'est qu'il est devant un autre film d'horreur. Il est devant Saw 10. Oui. Qui a rapporté 8,2 millions pour son deuxième week-end, pour un total de 32,6 millions en box-office US. Et il a un budget de seulement 13 millions, donc de toute façon les Saw, ça, de toute façon... là, ils sont déjà en train de parler de faire une suite de Saw 11. Enfin, alors que Saw 10 c'est déjà un préquel de Saw 2, il me semble. Donc, enfin, c'est tout un délire. Et il devrait finir aux alentours de 50 millions aux États-Unis seulement. Donc, le film se sera remboursé à l'international, en global, largement, quoi. Tu les fais largement. Mais ils l'ont fait en un week-end, ils l'ont remboursé, quoi, le film. Bah c'est ça, là il est remboursé maintenant. Ouais. En tout cas, si on doit coter 3 fois son budget, il est remboursé. Et en quatrième, on a The Creator, sur le coup. Donc bon, ça marche pas très bien, The Creator, malheureusement. Donc il fait 6,1 millions pour son second week-end. Donc c'est un drop de moins 56,7%. Donc il arrive à un total de 24,9 millions avec un budget de 80 millions. On envisage une fin de course entre 35 et 40 millions pour le box-office domestique, donc États-Unis. C'est un flop total, là. C'est compliqué, là. Là, c'est compliqué. Après, il fait un peu mieux à l'international, dans le coup. Donc, il a fait 10,8 millions à l'international, et il a baissé de seulement 41% par rapport à l'opening weekend, pour un chiffre d'affaires international de 36,9 millions. Et donc, si tu les ajoutes aux 24,9 millions du box-office US, t'arrives à un montant global de 61,8 millions de dollars pour un budget de 80 millions. Et donc, on envisage une fin de course pour le box-office mondial entre 95 et 110 millions. Ouais, bah, c'est un flop. C'est un flop, malheureusement. Bon. On verra comment ça se passe, mais c'est pas très rassurant. Après, le film, il a pas du tout été marketé. Enfin, voilà, il y a plein de facteurs qui font. C'est un peu la grève aussi. Hein. Ouais, voilà, c'est pour ça qu'il a pas été marketé. Enfin, voilà, il y a plein de choses qui ont fait que le film, en plus, il en avait vraiment besoin, quoi, du marketing. C'est pas des Marvel où tout le monde sait quand ils vont sortir. Là, c'était un projet original. Il a pas eu le marketing et c'est dommage. Parce qu'il est plutôt bon. On en a parlé la semaine dernière. On passe aux sorties de la semaine pro pour finir. Yes, donc qu'est-ce qui sort la semaine prochaine? Alors au cinéma, il y a L'Exorciste dont on a parlé et qui est la suite de L'Exorciste original de William Friedkin, qui est sorti en 72, je crois. Alors, je dis ça au hasard, mais il me semble que c'est dans les années 70, début 70. Et David Gordon Green fait la même chose qu'il a fait avec Halloween. Donc il prend en compte l'Exorciste original, il fait des suites 40. Là c'est 50 ans après du coup. Et on retrouve certaines actrices, on retrouve des choses comme ça dans le film et le film se fait défoncer. Moi j'ai envie de le voir parce que David Gordon Green, moi ces deux premiers suite d'Halloween Kills, j'avais pas trouvé ça dégueu, moi ça m'avait plutôt plu. Après moi je suis pas un gros fan de l'Exorciste de base, donc à voir si ça m'intéresse. Donc j'ai jamais vu le premier, donc là, je pense que si je veux voir celui-là, faut que je vois le premier, mais ouais, sur le coup, je suis pas hyper intéressé par le projet parce que j'ai pas vu le premier.
Donc je sais pas ce que c'est. C'est le film d'exorciste, celui qui a créé le genre de sous-genre de l'exorcisme. Ouais. Donc voilà. Mais je t'avoue que moi, tous les trucs que j'ai vus où il y avait des exorcistes, j'ai jamais trouvé ça très bien. Mais je sais que je crois que j'ai réfléchi, je crois qu'il y a pas de truc d'exorcisme qui est bien en fait. Je crois qu'il y a que l'exorciste et des trucs un peu genre Conjuring, mais c'est pas que de l'exorcisme, il y a des trucs un peu d'exorcisme. Mais franchement, j'ai jamais vu quelqu'un me dire ah putain c'est un chef-d'œuvre de truc d'exorciste. Après peut-être des gens qui s'y connaissent bien au cinéma d'horreur un peu plus lointain, mais dans les trucs les plus connus, je vois pas de trucs d'exorcisme bien. Moi, j'ai pas l'impression, sur le coup. Je trouvais que c'était un peu ridicule, moi, quand je voyais ça dans des séries ou quoi. Oui. Enfin, j'ai du mal, quoi, avec ce principe-là. T'as un acteur qui joue possédé, là, ça rend pas toujours bien, quoi. L'exorcisme du Vatican, c'était bien? Ouais, alors, l'exorcisme Vatican, c'est drôle. En fait, c'est extrêmement drôle dans son nanarderie, je sais pas si ça existe. Mais sinon, oui, c'est pas bien. Enfin, c'est pas un bon film, si tu veux. Donc voilà. Mais je conseille les gens de regarder l'exorcisme du Vatican parce que c'est très très drôle. Ok. Sinon, on a une autre suite. Alors, je sais plus combien d'années, genre 8 ans, je crois, après le dernier. 8 ans, j'abuse peut-être. Ça fait longtemps, hein. Mais on retrouve Expendables 4. Donc du coup demain, qui est la suite de Expendables 3, mais qui était censé être un spin-off basé sur le personnage de Jason Statham, qu'ils ont après renommé quand même Expendables 4. Apparemment, Stallone n'est là que 10 minutes dans le film, par exemple, des trucs comme ça. Ça a l'air nul à chier. Voilà, la bande-annonce donne pas du tout envie. Tout le monde dit que c'est un désastre le film, donc voilà, je vais aller le voir parce que je vais voir plein de trucs au ciné, mais sinon ça a pas l'air fou quoi. Et ça fait un énorme flop aux États-Unis, sur le coup. Ouais, mais c'est normal. Je crois qu'il est même plus dans le top 10 là du box-office. Ça a l'air horrible, franchement. Et qu'est-ce qu'on a ensuite au cinéma? Est-ce qu'on sait pas de ton film préféré là qui sort Oui, on a ça y est, la Pat Patrouille qui arrive, la super patrouille de film. J'aurais pu le voir en avant-première ce matin si je voulais, au matinée magique du Kinépolis. Mais bon, non, tu vas le voir ou pas, Ista? Non, j'ai pas vu le premier. Je me suis dit peut-être qu'il va devenir fou. Il va aller le voir. Ouais, bah après ça marche super bien, je crois, chez les très jeunes. Donc. Ouais, de ouf. C'est pour ces gens. Enfin, ouais, nous, je pense que ça nous intéressera pas. Hein, on va regarder ça va pas. Bah pour le coup, on va passer aux séries qui nous attendent, parce qu'il y a une grosse série moi que j'attends quand même. Je suppose que c'est une série Netflix. Non, pas du tout. Mais vas-y. C'est pas la chute de la maison Usher, ça? Bah si, mais c'est pas. Ah, t'as dit quoi? J'ai entendu Disney+. Netflix. Ah putain, j'ai compris Disney+. Mais bah oui, c'est la série que j'attends évidemment. Oui, la chute de donc la nouvelle série de Mike Flanagan. C'est ça. Qui avait fait The House of Bly Manor, et c'était The Hunting of Hill House, The Hunting of Bly Manor, Midnight Mass, il avait fait, après il a fait des films comme Jessie, Ne t'endors pas, ou un truc comme ça, je sais plus le nom en français, Hush, enfin il a fait pas mal de films et séries qui sont disponibles sur les plateformes. Dr. Sleep, c'était lui, non? C'est ça, oui, il a fait aussi Dr. Sleep, la suite de Shining, que j'ai pas vu. Et ouais, c'est un cinéaste que j'aime bien, et j'aime bien aimer ses séries, donc je suis chaud, moi, pour voir la chute de la maison Usher. Ça a l'air pas mal. Après, c'est pas un film d'horreur, pour le coup, je crois que c'est plus un thriller qu'un film d'horreur, mais ça m'intéresse quand même. Ouais, il y a un peu, je pense, un peu de l'épouvante dans le sens, peut-être dans l'ambiance, tu vois, enfin, un truc qui colle bien à Halloween, quoi. Enfin, même si c'est un thriller, mais c'est pas... J'avoue que je me suis pas du tout renseigné sur la série, j'ai vu que des photos, j'ai essayé d'esquiver les trailers, donc je sais pas du tout. Bah, je trouve que l'affiche fait un peu quand même, un peu truc d'horreur, quoi. Oui, ça fait un peu un truc secte, je sais pas quoi, c'est bizarre. Ouais. Moi, je t'avoue que Mike Flanagan, j'ai rien vu. Ouais. En fait, tout ce que t'as cité, j'ai rien vu du tout. Mais je suis curieux, parce que, tout le monde m'en dit du bien de ce mec, donc, il paraît que la série a des très bons retours par la presse. Donc, il y a moyen que, je pense que je vais tenter l'expérience. Bah, je suis chaud. Bah, après, je peux te conseiller du Hunting of Hill House, moi qui m'a introduit chez lui. C'est un truc horrifique. Bon, je sais que t'es pas friand, mais ça marche super bien et il y a des super persos dans tous les cas, tu vas bien aimer. Non. Alors attention, parce que, en fait, c'est le gore, donc je suis pas friand. Oui, c'est vrai, c'est le gore, excuse. L'horrifique, si, ça, moi j'adore The Witch, par exemple, tu vois. Ok. The Witch. Okay. Je l'aime beaucoup, The Witch. Donc, où j'avais bien aimé It Follows à l'époque et tout. Donc, si, non, il y a des trucs que j'aime bien. Et qu'est-ce qu'on a sur Disney+? Eh ben, aussi une série d'horreur. Parce qu'on a Chair de Poule qui arrive, donc vendredi, le 13 octobre. Et donc, ils vont balancer 5 épisodes d'un coup
Puis il y aura un épisode par semaine. Donc voilà, Chair de poule, donc c'est des livres à la base. Il y a eu une série, moi quand j'étais jeune, dans les années 90, que je regardais, que j'aimais bien. Puis il y a eu des films avec Jack Black. Il y en a eu 2, je crois, s'il me semble. Je les ai pas vus, mais je crois que c'est ça. Et en vrai, je suis un peu curieux. Je pense que je vais tenter aussi. Je vais peut-être regarder les premiers épisodes, voir ce que ça donne. Ok. Mais ça sera peut-être nul, je sais pas, mais à voir. Je t'avoue que ça m'intéresse absolument pas. Mais Chair de poule, des trucs comme ça. Mais après, je crois que c'est un épisode, une aventure, entre guillemets. Bah à l'époque, oui. Celui-là, cette série-là, je sais rien, mais celle des années 90, c'était ça. C'était un épisode, une histoire. Voilà, bon, ça peut être pas mal, mais bon, ça m'attire pas à premiers abords. Mais c'était un peu de l'horreur pour enfants, quoi. Quand j'étais gamin, quoi. Voilà. Donc à voir ce qu'ils en font. Et on a une dernière sortie série qui s'appelle Lessons in Chemistry, une série Apple TV+ avec Brie Larson. C'est bien ça, Ista? Ouais, c'est ça. Donc ça sort le 13 octobre. Donc au début des années 1960, Elisabeth Zott voit son rêve de faire carrière en tant que scientifique contrecarré par une société cantonnant les femmes à la sphère domestique. Une fois enceinte, la jeune mère célibataire, renvoyée du laboratoire dans lequel elle travaillait, décroche un emploi d'animatrice dans une émission de cuisine à la télévision. En caressant toujours l'espoir de revenir un jour à la science, elle se met à enseigner à toute une nation de femmes au foyer, négligées beaucoup plus que des recettes. Et donc, j'ai juste vu en fait que la série était très bien reçue par la presse. Donc elle a un score de 89% pour 9 reviews. Donc je suis un peu curieux parce que et Brie Larson, j'aime bien en tant qu'actrice. Donc ouais, je suis un peu curieux de voir ce que c'est. Ok, bah écoute, je sais pas, c'est un épisode par semaine ou c'est... De toute façon, je crois qu'Apple TV, ils font que ça, je crois, ils ont, ouais, je crois qu'ils y balancent pas les épisodes, tous les épisodes, je crois, ils balancent vraiment un épisode par semaine, donc. Il me semble aussi, hein, sur le coup. Donc, ça m'étonnerait pas qu'ils balancent un épisode par semaine, et écoute, peut-être, je regarderai. Surtout que les séries Apple TV+ sont souvent très qualitatives, donc c'est aussi pour ça que je suis un peu curieux, quoi. Ouais, Apple TV, ça a pas perdu d'abonnés. Ça fait qu'en gagner. Tout le monde aime bien. Ils sortent pas beaucoup de séries, en fait. Ils sortent pas beaucoup de trucs, mais quand ils en sortent, c'est bien, quoi. Ouais. Alors qu'il y a quelques années, à chaque fois, Apple TV, c'est des trucs que personne n'entendait parler leurs films et tout. Et là, ouais. Maintenant, depuis quelques années, ça commence à prendre, hein. Ça a pris, ouais, ça a vraiment pris, quoi. J'ai l'impression que Silo a un peu fait parler. Aussi, ouais. En début d'année. Et voilà. Voilà pour cette semaine. Ouais. Bah écoute, on a fait un gros tour de je trouve d'actualité. Ouais, un gros tour de l'actualité cinématographique, série et des critiques de tout ce qui sort. Ouais. De tout ce qui est sorti. Pourquoi t'as dit ça comme ça? Parce que la nuit il est sorti. Ah putain, oui. Eh oui. Eh oui. Eh ben écoutez, on va arrêter cet épisode. On espère qu'il fera plus froid la semaine prochaine. On croise les doigts. Voilà. Plus de froideur. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de La Nuit des Sorties. Yes. À la prochaine. Salut.